Ok, on en direct. C'est bon? Un, deux. Bien, merci mesdames et messieurs d'être venus à cette réunion publique intitulée, comme ont souhaité les élus ici présents, La réalité à Marseillan. Alors pour des débords techniques avec la municipalité, les élus ici présents m'ont demandé à animer et à sonoriser surtout la réunion publique, chose que j'ai acceptée volontiers, puisque pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai été élu moi aussi pendant 7 ans à la municipalité de Marseillan et que je sais ce que c'est la gestion municipale, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, c'est quelque chose de très difficile. Et la deuxième raison, eh bien, c'est une raison démocratique. Je suis un enfant du village et j'aime aussi m'intéresser à la gestion de la cité. Et je suis tout à fait en capacité de les aider avec cette philosophie de démocratie au niveau de Marseillan. Voilà. Donc la réunion, eh bien, elle va s'activer sur deux axes, sur deux phases. Voilà, la première phase, ça va être la présentation par les élus eux-mêmes de l'action municipale qu'ils ont faite sur deux thèmes abordés. Cher aux Marseillais, ça va être les impôts et l'urbanisation et l'environnement. Ça va durer à peu près 45 minutes. Et à partir de là, il va y avoir une démocratie participative, c'est-à-dire une démocratie directe qu'a souhaité aussi les élus, c'est-à-dire un échange de questions entre vous et les élus sur les thèmes abordés ultérieurement, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit. Ah si, j'ai oublié, il y a aussi le verre de l'amitié démocratique tout à l'heure. Et même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, eh bien, vous pouvez discuter avec les élus autour d'un verre de Téléborette ou de Carignan de Saint-Saul, ça décontracte, vous inquiétez pas, c'est originaire. Voilà, donc je vais passer la parole aux élus. Je pense que c'est Christian Pilot qui commence. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Donc, comme vient de vous le dire Patrick, on nous a mis un peu des bâtons dans les roues, on ne facilite pas la vie. Bon, on s'y attendait quand même. Donc, pas de micro, pas de technicien, il a fallu que se débrouille. Heureusement que on a pu avoir du matériel pour faire la réunion ce soir. Figurez-vous que le collaborateur de cabinet du maire vous a même demandé, mais vous ne voulez pas annuler la réunion? Non, vous n'avez pas de matériel. Donc, il se doute de rien. Enfin bon, voilà. En plus, en même temps, il y a une réunion de l'association qu'a créé le maire pour son soutien. Je crois que c'est l'Uni pour Marseillan, ou ensemble, l'Union Marseillanaise, qui se passe à ce moment au restaurant des anciens. Et puis demain, ici même, il y a une réunion du quartier numéro 3. Donc vous voyez, là, c'est assez fou. Donc je vais me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je ne sais pas s'il y en a. Je m'appelle Christian Pinot. Je suis ancien directeur général des services de la ville de Marseillan. Je l'ai été pendant 19 ans.
J'ai commencé ma carrière dans un petit village de 900 habitants, pas loin de Montpellier. Et j'ai toujours aimé cette profession parce qu'on est au centre de la vie municipale, au centre de la vie, et on œuvre pour la population, et toujours dans cet esprit pour la population. J'ai travaillé avec des maires qui ne partageaient pas tous mes convictions, mais c'était des gens qui étaient très intelligents, et ça s'est toujours très bien passé. Donc, moi je suis conseiller municipal depuis 2014. Pourquoi je me suis lancé un peu dans cette galère? Parce que des fois c'est une galère, vous verrez. Parce que j'ai constaté des dérives sur Marseille, des dérives de gestion et des dérives de développement. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film La folie des grandeurs, mais je pense qu'on peut donner à notre maire actuel le titre de Don Salustre. Parce qu'il a un ego surdimensionné et je pense qu'un jour, s'il continue comme ça, sa tête va éclater. Enfin, en attendant, c'est Marseillan et les Marseillanais qui ont subi ces conséquences. Donc, pourquoi je me suis lancé dans cette galère? C'est parce que, suite aux dérives que j'avais constatées, j'ai voulu rendre service à la population, j'ai voulu me mettre au service de la population, apporter mon expérience de plus de 35 ans de secrétaire de mairie et de directeur général des services. Et voilà, j'ai voulu rendre service, j'ai voulu me mettre au service de la population et leur apporter mes compétences. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà comment je voulais me présenter. Je vais passer maintenant la parole à David Sauvat. Oui, bonsoir, David Sauvat. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis un ancien élu et un nouvel élu, puisque j'ai été adjoint au maire durant le mandat de William Méric entre 2001 et 2008. Puis ensuite, j'ai effectué un mandat dans l'opposition entre 2008 et 2014, et je suis à nouveau dans l'opposition, donc depuis 2020. Donc je rejoindrai l'opinion de Christian Pinault, puisque en fait nous ne faisons pas partie du même groupe d'opposition à la mairie de Marseillan, mais par contre nous nous sommes rendus compte ensemble que nous votions à 99% les points en commun accord. Donc nous avons décidé ce soir de nous réunir pour faire part de nos analyses, qui peut-être seront parfois légèrement divergentes, mais la démocratie également doit être représentée, y compris dans l'opposition. Pour revenir sur ce que disait Christian Pinault, effectivement, la folie des grandeurs. C'est bien ce qui caractérise les mandats de Yves Michel actuellement. Cependant, dans Salluste, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, à un moment donné, Yves Montand, qui joue le rôle de son valet, quand Don Salluste récupère les sous, qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur le carrosse. Et le carrosse, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, le plancher il tombe. Voilà. Et Don Salluste, il se retrouve par terre avec son argent. Donc, je trouve que cet exemple est très bon, puisque en fait, il appartient à toutes et à tous de se mobiliser à un moment donné. Si vous estimez que la gestion de notre maire n'est pas la meilleure gestion du monde, de se mobiliser, parce qu'il suffit parfois d'un ou deux petits coups de pied sous le carrosse pour faire tomber le roi. Voilà. Merci David, merci Christian. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir à tous. Je trouve que c'est un acte courageux d'être là ce soir, donc merci. Pas simple de venir rendre visite à l'opposition, donc nous sommes ravis, vous êtes venus nombreux. Christian et Patrick ont fait allusion aux conditions dans lesquelles s'est déroulée cette soirée. Nous avons eu la cavalerie, parce que il y a quelques années en arrière, pendant la campagne, on avait déjà eu la salle réservée alors qu'on l'avait bloquée, et c'était une troupe de théâtre qui s'entraînait, qui avait réservé la salle et on n'était pas au courant. Mais hier, c'était du grand show, puisque nous avons eu la troupe de Demain nous appartient, avec les caméras, avec tout le monde, et tout d'un coup, ils ont débarqué avec la clé. Voilà. Donc, c'est chose faite. Ils étaient fort sympathiques d'ailleurs. On a passé un bon moment. Ceci dit, nous sommes là, avec notre matériel, avec notre engagement. Alors, je vais me présenter. Je suis Corinne Bastide. Je suis issue de Marseillan, de deux familles marseillanaises. Alors, mon père, Jean Bastide, avait fait faire l'arbre généalogique et des deux côtés, que ce soit du côté de Bastide, Jean, Léonce, vous savez, on remonte jusqu'aux années 1600. Du côté de ma mère, Monique Gay, donc la famille Gay,
on remonte également à plus de 1600 en arrière. Le père de ma mère, Louis Gué, est décédé dans un accident d'avion alors qu'il était pilote de chasse pour l'armée. J'ai beaucoup d'émotions ce soir parce que, comme vous le voyez, je suis issue, ce sont mes origines. J'ai également, un peu comme Christian, je suis un expatrié, comment tu l'as dit, tu l'as pas dit, tu l'as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu étais un immigré de Florensac. Alors moi, je suis bien de Marseillan, mais j'ai voyagé puisque je suis née en Afrique, mes parents étant expatriés et sont revenus au village, et ça fait maintenant quelques années que je suis revenue également. Qu'est-ce qui a fait que je me suis engagée politiquement ? Eh bien, tout comme vous êtes nombreux à avoir vu la défiguration de notre village. Moi, j'ai été choquée de voir cette transformation de notre joli port pittoresque se transformer en une espèce de gros paquebot qui ne ressemble plus à rien comme au Cantal. Et je me suis dit, il y avait quelque chose à faire. Donc, j'étais revenue à la région, j'étais bien établie, je travaillais. Je suis passée un petit peu vite sur ma présentation, mais je travaille depuis des années, autant dans le privé que dans l'administration. J'ai eu des postes de chargé de mission et de pilote de projet dans le management. Et plus récemment, je m'occupe d'urbanisme. Donc ça tombe bien. Pourquoi je suis engagée aujourd'hui ? C'est parce que je viens de le dire, je ne reconnais plus mon village. Alors j'ai bien aimé les présentations de mes collègues. En effet, pour ceux qui connaissent le Marseillan d'avant, alors on n'est pas là dans la nostalgie, ne nous trompons pas de devant. Mais trop, c'est trop. Donc à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose à faire et je me suis rapprochée un petit peu pour voir ce qui se passait localement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Christian Pinault et Gisèle Guiraud, qui étaient des élus déjà depuis 2014 dans l'opposition. Et j'ai donc fait campagne avec eux. C'était sans savoir que j'allais me retrouver élue. Donc je suis ce soir élue, c'était mon premier mandat. Je suis rentrée dans cette aventure et je me suis dit, mais ok, t'es diplômée, t'as de l'expérience, mais pas politique du tout. J'étais novice. Donc je me suis dit, déjà j'ai demandé aux anciens, Christian, puis après plus tard David, mais également l'épouse de Christian qui est une ancienne de GES, de me former. Et ensuite je suis rentrée dans 2 mouvements d'élus locaux, nationaux, pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, et être formée à la gestion de l'urbanisme, tout ce qui était également le budget, et plein d'autres formations, parce que j'estime qu'un élu doit être formé et informé. Et il doit continuer à ne pas rester dans sa localité. Donc ça, c'est un peu peut-être la plus-value que j'amène, la jeunesse de mon mandat. Voilà. Donc je voudrais également profiter ce soir de clarifier un point. J'ai fait campagne pour le candidat Yoann Grosso, et j'ai mené sa campagne. Alors pourquoi aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble ? Beaucoup nous ont posé la question, et ce soir je vais m'exprimer sur le sujet. C'est très simple. La campagne s'est passée, on a tout donné, et on a perdu. C'est la démocratie et elle s'applique. Mais le candidat Grosso, lui, il a disparu dans la nature. Plus de nouvelles, plus personne, et on s'est retrouvé seul aux affaires. Et lui, en responsabilité. Et quand on l'a revu plus tard, en mode « Eh oh, j'arrive » en conseil municipal, et bien qu'est-ce qu'on a constaté ? Qu'il était là pour voter le budget du maire, les décisions du maire, et ça s'est confirmé plus récemment, quand Yves Michel a décrété qu'il supprimait une commission, qu'il l'a rejetée, pour m'enlever en tant qu'élu titulaire de la commission, pour y remplacer, pour lui faire remplacer par Yoann Grosso. Donc c'est très clair pour nous, on ne sait pas pourquoi, mais il a changé de cap. Nous, on n'a pas changé de cap. On tient le même cap, le même discours, mais avec encore plus de responsabilité, encore plus de professionnalisme. Concernant le rapprochement avec David, il a été très simple. C'était tout naturel. Moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré au premier conseil municipal. Voilà. Donc, quand on a vu comment on travaillait les dossiers, naturellement, on s'est rapproché sur les gros dossiers. Vous l'avez compris, on n'est pas dans une commune normale. Dans une commune, on parle beaucoup d'affaires immobilières. En général, sur 56 décisions, vous en avez 30 qui concernent des achats, des ventes de terrain ou des affaires de ZAC et tout ce dont on va vous parler tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Christian. Je voulais quand même faire un petit lien, c'est que j'ai fait l'allusion à ce qui s'est passé hier, mais c'était quand même assez énorme. Moi, j'ai des collègues élus partout, qui sont également dans l'opposition. Et on dit ce qui se passe sur ta commune, Corinne, c'est quand même assez énorme. Donc bientôt, on aura les hélicoptères, on ne sait pas ce qu'il sera la prochaine fois qu'on sera en campagne, mais c'est assez surprenant. Donc on parlait de démocratie, je vais terminer ma présentation en disant ce qui nous unit ici ce soir, ça peut s'articuler autour de 4 mots. Responsabilité, transparence de nos actions, éthique et démocratie. Voilà. Et je passe la parole à Christian qui va vous présenter la première partie. Oui, bon, merci. Donc tout à l'heure, on vous a dit, on vous a montré qu'on ne nous facilite pas la vie. Je vais vous donner d'autres exemples des problèmes que nous rencontrons en tant qu'élus de l'opposition.
Alors les moyens qu'on nous donne, ils sont très limités. Au niveau des commissions municipales, vous savez que dans une commune, le maire peut créer des commissions municipales. Il y en a certaines qui sont obligatoires, comme la commission d'appel d'offres, la commission de révision des listes électorales, et d'autres qui sont facultatives et qui ont toujours été créées sur Marseille dans d'autres communes. La commission des sports, commission de la culture, etc. Et le maire a l'urbanisme, c'est vrai, l'urbanisme. Donc l'urbanisme, alors un mot sur la commission d'urbanisme. La dernière mandature, entre 2014 et 2020, je faisais partie de la commission d'urbanisme. Et en 6 ans, nous n'avons été réunis qu'une seule fois à la fin du mandat, fin 2013. Aucune réunion pendant 6 ans, pour voir ce qui se passait dans l'urbanisme. Et là, sur cette mandature, depuis 2020, le maire a supprimé toutes les commissions qui n'étaient pas obligatoires. C'est-à-dire, commission d'urbanisme, il n'y en a pas. On ne sait pas ce qui se passe. Commission des sports, on ne sait pas. Commission de la jeunesse, on ne sait pas, etc., etc. Les seules commissions qu'il a créées, celles qui sont obligatoires, je vous dis tout à l'heure. Il y a la commission sur les associations, les subventions, commission de révision des listes électorales, commission d'appel d'offres. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour vous montrer de quelle façon le maire nous muselle. Ensuite, concernant la publication sur le journal municipal, le Fridaille. Sur le Fridaille, contrairement à ce que la loi autorise, on est limité aussi. Nous n'avons droit qu'à 1600 caractères. 1100 caractères sur le Fridaille, vous le vérifierez en ouvrant votre journal favori en rentrant chez vous. Ça ne fait même pas une colonne. Donc pourquoi nous limiter à moins d'une colonne? Ensuite, il a refusé, alors que c'est préconisé au niveau national, il a refusé qu'on mette des photos, des images, pour exprimer un peu ce que l'on dit. Donc voilà encore un moyen de nous limiter. Ensuite, concernant le conseil municipal. Le conseil municipal, il y a des tenues qui sont obligatoires une fois par trimestre. Et donc, l'ordre du jour du conseil municipal est souvent très chargé. On a eu un conseil municipal avec un ordre du jour qui comportait plus de 60 points. 60 points, on a 5 jours pour étudier le conseil municipal, pour faire nos observations et pour en discuter après. Comment vous voulez, il y avait 1300 pages à lire. Comment vous voulez qu'en 5 jours, des personnes travaillent, en plus, comment vous voulez qu'en 5 jours, on ait le temps de lire 1300 pages sans imprimer, un extrait, la subtitrer le mémoire et pouvoir préparer un discours cohérent dans le conseil municipal pour exprimer ce que nous avons à dire. Ce qu'il aurait pu faire, c'est que, étant donné que l'ordre du jour était très chargé, il aurait pu le scinder en deux. Une trentaine de questions un mois et demi après, 30 questions de plus. Non, il a mis les 60 questions en sachant très bien qu'ainsi nous ne pourrions pas intervenir comme il le fallait. Voilà encore une façon de limiter notre action. Ensuite, concernant les événements qui se déroulent dans Marseille, là aussi, nous ne sommes pas invités à certains événements. Par exemple, au vœu de la municipalité, aux Marseillais, on n'est pas invité. Les vœux au personnel communal qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, on n'est pas invité. L'accueil des nouveaux Marseillais, on n'est pas invité. Et encore, il y a d'autres manifestations. Alors si on était invité, bien sûr, ce qui est normal, on était invité pour le 8 mai, on était invité pour le 14 juillet, le 11 novembre. Et le 1er mai. C'est quand même bien, mais il y a quand même d'autres événements qui se passent au Marseille qui sont importants également et auxquels on n'est pas conviés. Donc vous voyez que notre vie de conseil municipal d'opposition n'est pas un long fleuve tranquille et croyez-moi, il faut de la constance pour arriver à continuer le travail de la façon qu'on le fait le plus sérieusement possible. Je vais repasser la parole à Colin. Merci Christian. Je voudrais préciser, ce que Christian a dit, c'est parfaitement juste. C'est d'autant plus difficile de préparer un conseil municipal quand vous avez 60 points, parce qu'il n'y a pas des commissions. Il y aurait des commissions, on aurait tout travaillé en commission. Et le jour du conseil, on entérine, on décide. Mais nous, en fait, on reçoit, je l'avais souligné, un jour 1300 pages, dont une étude environnementale sur la ZAC Cloche de Pierre. 600 pages. Alors c'est sûr, ils misent là-dessus sur le fait qu'on n'ait pas le temps de prendre connaissance. Sauf que la loi dit
qu'on se doit en tant qu'élu, quand on vote une décision, qu'on soit dans l'opposition de la majorité, mais d'avoir un avis éclairé. C'est ce que dit la loi. Et moi, j'estime que quand on doit lire 1300 pages, parce qu'on a des travails, nous, on a des emplois, on est bénévole, on n'a pas de mandat, on n'est pas rémunéré, on fait ça avec nos tripes, avec notre temps. Donc on le fait la nuit. Voilà. Donc c'est quand même important de comprendre ça. Donc on n'est pas une opposition qui est là pour s'opposer, on est une opposition qui travaille. Et quand on travaille, eh bien évidemment, les dossiers, on soulève des points. Voilà. Donc ça, c'était pour rebondir si en effet des commissions étaient établies et sur lesquelles on soit convié, comme le permet la loi, et qu'elles fonctionnent, on aurait pu faire autrement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je voudrais venir sur un point. Je me tourne, voilà. Vous avez sur le PowerPoint 2 articles de presse. Je voudrais faire un point également sur le sujet en fait qu'on vient d'aborder, c'est la visibilité des élus de l'opposition. Nous ne sommes pas des élus de seconde zone, vous l'avez compris, on travaille. On est des élus tout court. Alors certes, on est dans l'opposition, la minorité, ce que vous voulez, on n'a pas été élu à la majorité. Mais on travaille et aussi on peut être utile au village. Okay, donc c'est bien ça qui nous pose un souci. Donc nous sommes ravis ce soir que vous soyez là parce qu'on va être un peu plus visible. La presse également a un rôle à jouer. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je siégeais dans des associations d'élus locaux au niveau national. Donc ce qu'on vit à Marseillan, on le vit à peu près partout en France. Pourquoi ? Parce que la presse aujourd'hui, elle vit avec les annonces locales des communes, des agglos, etc. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir une presse libre. Ici c'est un peu particulier. C'est-à-dire que l'ancien correspondant travaillait pour la commune et faisait des vidéos pour la commune. C'est simple. Toutes les vidéos que vous avez pu visionner étaient faites par ce correspondant Midi. Le nouveau, c'est pas tellement mieux. Voilà. Par exemple, on avait fait un communiqué de presse pour cette réunion. C'est Christian qui était chargé de l'appeler. Il a dit « Ah, mais j'ai déjà publié un article. » L'article que vous pouvez voir ici. L'opposition en réunion publique, c'était pas du tout notre communiqué de presse, c'était pas du tout notre photo. Mais on le remercie parce que quand même, il y a une photo et quand même, c'est un progrès. Je voulais juste faire un bilan sur... je suis donc jeune élu, je crois qu'on a eu 3-4, ça se compte sur les doigts de la main. 4 ou 5 fois où on a été cité, mais alors vraiment l'opposition, on n'existe pas, il n'y a pas M. Sauval, il n'y a pas M. Pinot, il n'y a pas Mme Bastille, il n'y a pas... Non, c'est l'opposition, on est de dos, on n'est pas visible. C'est important de le dire parce que la presse, oui, on la regarde, on l'écoute. À Marseillan, vous avez Facebook, vous avez tout l'organe de communication de la mairie, et c'est normal, quand on est aux commandes, on le fait. Mais c'est bien quand même que la presse... Donc je suis ravie parce que j'ai alerté Hérault-Tribune et nous avons eu un article dans Hérault-Tribune. Aujourd'hui, nous comptons beaucoup sur le Singulier, qui est le seul journal qui est indépendant, ici sur le bassin de Thau, et qui donne la parole aux oppositions. Voilà, je voulais faire ce point-là parce qu'il y a d'un côté ce qui se passe au niveau local avec la gestion de la commune, mais il y a également une responsabilité de la presse. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être parler de nos actions. Maintenant qu'on s'est présenté, qu'on a expliqué le contexte de travail, et on va vous dire quand même, dans tout ce contexte, comment on a pu travailler et ce sur quoi quand même on a obtenu des petites victoires et des grandes victoires. Voilà. Alors, merci Alexandre. Première action. Déjà, avant de vous parler du plan local d'urbanisme, je voudrais vous dire une chose, c'est que, contrairement à ce que voudraient faire passer les maires quand ils parlent de nous, alors David n'est pas un bolchevique, Christian n'est pas un monsieur sénile, et je ne suis pas une virulente. Non, nous sommes des élus au travail. Et en gros, quand les décisions sont bonnes pour l'intérêt général et pour la commune, on les vote. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner un chiffre, ce n'est pas la loi de Pareto, mais je peux vous donner des exemples. Nous votons systématiquement toutes les subventions faites aux associations, quelles que soient les associations. Qu'elles soient des associations de soutien aux maires, ou peu importe. On est toujours favorable à ce qu'on puisse aider toutes les voies, tous les projets sur le village. Nous votons également tous les partenariats, que ce soit de la région, avec l'agglo, avec... par exemple, il y a un programme très important sur Marseillan, c'est Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville, ce sont des grands projets politiques, régionaux et nationaux, dont Marseillan bénéficie. Donc on ne va pas aller s'opposer, ce qui peut bénéficier à la commune, ça sera un non-sens. Donc je vais donner un dernier exemple, parce qu'il y en aura encore plein. On va en donner 2. La rénovation des façades. Quand le maire propose de financer avec l'agglo et la région, bien sûr que c'est quelque chose de positif. Voilà, je voulais juste poser ce cadre parce que je voulais enlever cette étiquette. Donc ce n'est pas vrai. On réfléchit et on décide avec un avis éclairé. Voilà. Alors maintenant, passons au cœur de nos actions. Le plan local d'urbanisme. Je pense que la révision du PLU, alors j'ai repéré certaines personnes dans la salle qui sont au courant de ces enjeux-là et qui nous ont accompagnés et qu'on a accompagnés. Alors qu'est-ce qui se passe sur le plan local d'urbanisme ? D'abord, il faut quand même poser un peu le contexte. Le contexte, c'est quoi ? C'est que nous sommes en carence de logements sur Marseillan. On est une commune qui est montrée du doigt.
Et nous sommes carencés tellement en logements sociaux que nous payons une amende entre 400 000 euros et 500 000 euros par an. Ça fait un sacré trou dans la caisse. Je vous présenterai tout à l'heure les enjeux quand on parlera de la ZAC Jepire, mais en gros, pour rattraper le retard, parce que le maire, c'est son 3e mandat, rappelons-le. On paye le prix aujourd'hui de ce qu'il n'a pas fait les 2 mandats précédents. Donc aujourd'hui, le préfet a dit on rigole plus. Maintenant, c'est où vous faites des constructions, ou l'amende, elle va passer à 1 600 000 euros. C'est écrit dans tous les textes des programmes des ZAC. C'est un argument fort pour Yves Michel pour justifier les ZAC. J'y reviendrai tout à l'heure dessus. Donc ça, c'est le contexte. Donc le PLU, c'est Yves Michel qui l'a fait, mais à un moment donné, il l'a modifié à 3-4 reprises. Et en fait, en gros, c'est pas un sentiment, c'est une certitude. Il a été écrit par des promoteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que le combat s'est mené où? Dans les quartiers pavillonnaires. Donc, à Marsan, dans le plan local de Varnis, il y a la zone UC. Alors, je vais passer, je ne vais pas très technique, mais en gros, c'est qualifié comme zone à densité modérée d'habitation. Ce sont des quartiers pavillonnaires. Mais il n'est pas interdit de faire des immeubles. Par contre, avant, c'était limité à 7 mètres de hauteur. Et le maire, pour faire rentrer les promoteurs, a monté les hauteurs à 12 mètres. Donc tout notre combat a été sans le toit. Donc autant vous dire qu'on est passé de maximum R+1 à des immeubles, vous les avez vus partout, R+3. Alors la méthode est simple, puisque le plan local d'urbanisme le permet. Ben, dès qu'il y a une dent creuse, un trou, ou même une villa à vendre, où le terrain fait au moins 1000 m², ben moi sur 3 étages, je suis promoteur, c'est rentable. Et je vous fais de l'habitat. Donc on les a vus fleurir. Donc voilà le contexte dans lequel on a travaillé. Alors nous avons œuvré pour faire modifier ce plan local d'urbanisme, au moins sur cette dimension-là, dans les zones pavillonnaires. Et on a eu une victoire, puisqu'on a obligé Michel à faire marche arrière. Alors on a utilisé tout ce que permettait la loi. Nous avons accompagné des riverains dans des collectifs, je reviendrai tout à l'heure, qui eux aussi ont œuvré pour ça. Et à un moment donné, il a été obligé de reculer parce que le discours de « c'est le préfet qui m'oblige » ne tenait plus. Rien ne l'obligeait à faire ça. Voilà. Donc, le PLU a été modifié grâce à nous. On peut vraiment s'attribuer cette victoire. Et ça a été non sans combattre. Et les hauteurs sont revenues à 6,50 m dans les zones pavillonnaires. Par contre, ce n'est pas pour autant que les projets en cours ne vont pas aller au bout. Puisqu'il y a la décision qui a été faite au conseil municipal, ensuite il y a la validation du préfet, et ensuite vous avez le délai, etc. Donc vous aurez encore ces immeubles qu'on ne peut pas arrêter malheureusement. Première chose. Alors, ça c'est pour parler du plan local d'urbanisme. Point numéro 2, voilà. Alors, ça c'est important, il y en a quelques-uns dans la salle. Je vais parler de quelques projets sur lesquels nous avons œuvré aux côtés de riverains, de citoyens, en fait des gens qui nous ont dit « Eh oh, venez nous aider parce que ce qui se passe là, c'est pas possible ». Alors, on est sur le sujet des immeubles dans les quartiers pavillonnaires toujours. Un premier sujet brûlant, c'est celui de la Pinède. Alors, la Pinède, je fais un petit récapitulatif, c'est une énorme parcelle sur laquelle il y avait déjà un lotissement de construit avec des villas. Certains ici ont des appartements dans cette villa, et où est-ce qu'il est Philippe? Il est au fond. Il m'a montré les vidéos, de la destruction qui a démarré sur le terrain. Alors, la Pinède, on est allé au bout de ce qu'on a pu faire. On a accompagné les riverains, on est allé jusqu'en justice. Malheureusement, le tribunal administratif a tranché et la cour d'appel de Toulouse a tranché. Ils n'ont pas compris qu'il y avait un problème d'environnement. C'est-à-dire que le puits avec 100 mètres en sous-sol, ils s'en foutent. Les arbres centenaires, ils s'en foutent. La répercussion sur le territoire, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette loi où il faut construire. Voilà. Donc, le tribunal administratif a tranché. La Pinède, malheureusement, les riverains ont perdu. Mais le maire les attaque et leur demande des pénalités. Voilà. Comme ça avait été le cas pour le dossier de Next City aux Omnibus. Voilà. Donc, c'est quand même fort de café parce que sur ce dossier, on a alerté le préfet, on a tout fait, on a médiatisé une pétition, donc voilà. Et à la fin, malheureusement, c'est pas une victoire. Mais ça a été un... Ouais, je te donnerai la parole après avec volonté, mais c'est que dans ma structure. Voilà, donc en fait, alors quand je dis on a travaillé, c'est nous tous. Hein. Voilà. David a travaillé autant que moi sur ce dossier, Christian, le collectif patrimoine qui n'est pas là, enfin, chacun a mis sa pierre. Voilà. Donc là, vous avez un deuxième dossier. C'est juste une plaquette qu'on avait fait qui faisait 8 pages. On a tracté, on a monté le dossier pour aller informer tous les gens qui étaient riverains dans le quartier du chemin de l'infirmerie là-bas.
En fait, toutes les rues qui descendent vers le bassin de Thau, vers l'étang, sont en danger. Pourquoi? Parce que les promoteurs disent super appartement, vue sur l'étang de Thau, etc. Voilà. Et donc, notre village se transforme en Costa Brava. Voilà, progressivement. Donc, là également, sur le chemin de l'infirmerie, on a œuvré aux côtés de riverains, de collectifs. Et là, sur ce dossier, il y a eu une victoire. Le maire a rétropédalé et il a fini par annuler le permis de construire. Mais ça n'a pas été simple. Et il a fallu y aller et les riverains ont joué leur rôle. Au début, certains ont dit on va négocier. On a dit allez négocier. Ils sont revenus, ils ont compris qu'on ne pouvait pas négocier avec cette commune. Voilà. Donc ça, ce sont des victoires. Il y en a d'autres. Je voudrais citer ce soir, je parlerai plus tard du domaine de l'ancien champion, mais le domaine de la Baronne en exemple. Vous savez où est-ce qu'il est ce domaine? Sur la route de Marcy-en-Plage, dans le virage, vous voyez les beaux pins là. Ouais. Ok, ces gens-là tiennent le domaine presque de lien familial avec l'ancienne famille. Et aujourd'hui, ils nous ont appelés au secours il y a quelques mois en arrêt, ils ont envoyé sur Facebook une bouteille à la mer. Et on l'a saisi, on les a accompagnés. Pourquoi? Parce que, là encore une fois, Michel a octroyé un permis pour qu'il y ait une guinguette qui s'ouvre ici, en pleine pinette, quoi. Bon bref, donc en fait c'est non-stop. Donc je vous passe le message ce soir. Sachez que si dans vos quartiers il se passe des choses comme ça, vous avez 2 mois pour intervenir. Et en plus pour aller en justice, il faut avoir, comment on appelle ça, un intérêt à agir. Un intérêt à agir. Ça veut dire que si ça se passe en front de mer et qu'il n'y a pas d'habitants, eh bien on ne peut rien faire. Voilà. Donc ça c'était un petit peu sur... voilà. Donc je vous encourage, ça sera le dernier point je passe la parole de David, après je reviendrai sur la communication. Vigilance sur les permis de construire, c'est vraiment le message à passer. On peut agir, mais il faut agir vite. Aujourd'hui, il y a un collectif qui s'est monté sur Marcian, une association, Collectif Patrimoine Marcian, que je cite. Mais il y a également vos élus, vous pouvez venir nous voir. Voilà, parce qu'il faut savoir quoi faire. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste un petit mot qui est celui de l'Union départementale des architectes de l'Hérault, donc ce qui n'est pas n'importe qui, à propos du plan local d'urbanisme. Donc je le cite. Donc ce sont les architectes qui ont été sollicités pour donner leur avis sur le plan local d'urbanisme de Marseillan. Donc c'est parti, c'est avec des piliers. Sans revenir sur le choix de la délocalisation de la cave coopérative, dont chacun doit désormais mesurer en quoi il ôte une spécificité à l'identité du port de Marseillan, les travaux consacrés au quartier du port ne considèrent pas le premier bâti du port proprement dit. Aucune description sensible d'ambiance, aucun dessin de façade, aucune hiérarchisation entre les bâtiments. Ce à conserver impérativement, aucun point de vue sur les extensions des terrasses qui nie les façades des immeubles. Sans repérage patrimonial, ces entités pourraient disparaître sans débat, sans questionnement. Sans caractère exceptionnel non plus, ces bâtiments font partie du paysage et de l'identité de Marseillan. La moindre des choses aurait été de questionner leur disparition au profit de quoi, au profit de qui. Voici donc la déclaration des architectes des bâtiments de France qui n'ont bien évidemment aucun intérêt financier à la gestion de la commune. Donc on est réellement actuellement sur qu'est-ce que va devenir Marseillan demain. Est-ce qu'on doit être une ville purement touristique, une ville qui doit se parer de bâtiments, comme on l'a vu sur le port, des bâtiments qu'on peut trouver quasiment partout ailleurs dans notre commune, ou est-ce qu'on doit essayer de conserver quelque part ce qui fait le charme et l'attractivité de notre commune? Je te remercie David. On reviendra après sur chacun des projets parce qu'on a des choses à dire sur pas mal de projets. Okay, on va avancer, donc c'est pour respecter notre programme. Okay, donc du coup, je vais faire vite sur le point qui suit. C'est pas grave, on a des choses importantes à dire et c'est l'occasion. Donc j'espère que vous nous en tirerez par égale. Mais ça va, on va tout passer. Alors, on va passer point vite. La communication, alors, point 4, c'est la communication. En fait, on a eu un souci. Laissez, tu es là-dessus, voilà. C'est de faire respecter les procédures, mais juste avant, c'était dans les procédures, il y a des enquêtes publiques. Sur tous ces projets, normalement, ils sont soumis à enquête publique. Et en fait, les enquêtes publiques, vous n'êtes pas formés, en fait. Parce qu'il n'y a que ceux qui cherchent, un peu comme nous, on a cette déformation maintenant d'aller chercher des informations. Ben oui, évidemment, légalement, elle sera sur le site, c'est pas de problème. Par contre, elle ne sera pas sur le Facebook, elle ne sera pas mise en avant. Et on dira, ben oui, il y a eu consultation du public, il y a eu participation. Sauf que c'est faux.
Donc on avait alerté les gens notamment sur une modification du PLU pour qu'ils soient nombreux à aller s'exprimer. Et ils sont allés s'exprimer, donc ça aussi, c'était une action et on continuera à essayer de vous alerter sur les gros projets. Donc ça, c'est important. Un autre point, c'est faire respecter la réglementation municipale dans les assemblées municipales. Donc le règlement du conseil municipal, on y est venu un petit peu tout à l'heure, tout ce que Christian a dénoncé est régi par un code des collectivités territoriales et le règlement intérieur en fait partie. On a fait modifier le règlement intérieur, on a obligé Michel à modifier son règlement intérieur. Au premier conseil municipal, il n'a même pas voulu signer la charte d'engagement des élus. Mais ceci dit, il a tellement bien modifié qu'il nous a viré des commissions, c'était son choix. Mais on l'a fait mettre en conformité avec la loi, donc on n'a toujours pas le droit, il a dit, aux images, mais c'est pas grave, on continuera à agir. Un autre point tout très important dans la réglementation, je vais peut-être passer les autres parce qu'on a un peu à la bourre, mais si les procès-verbaux, je passe pas, c'est essentiel pour la démocratie. Un procès-verbal de conseil municipal. Moi j'étais novice, j'ai découvert, en fait on n'avait rien. Il y avait des vieux audios pourris, on n'entendait rien. Et si vous n'étiez pas venu, et personne ne vient au conseil municipal, en tout cas moi depuis que je suis élu, franchement, personne ne vient. Donc il existe des audios, et c'est pas ça que dit la loi. La loi dit qu'il doit y avoir des procès-verbaux dignes de ce nom, avec les échanges, etc., et de façon libre. Donc maintenant, on a réussi, j'ai vu que le dernier conseil municipal, ce n'était pas le cas, à faire en sorte qu'ils respectent les procès-verbaux, et il a fallu là également passer par le préfet. Donc on n'est pas des perfectoires, on veut juste que la démocratie s'applique. Voilà. Maintenant, je vais en venir un point qui est très important, c'est la vente des biens communaux. Alors la vente des biens communaux, peut-être qu'on peut aller directement sur le... Voilà, merci de lancer la petite vidéo. Ce lot de 4 maisons de ville situées rue de la Marmite à vendre. Comme cet immeuble de près de 400 mètres carrés ou encore ici cette ancienne poste fermée depuis plusieurs années à vendre aussi. Avec la hausse du coût de l'énergie et des matières premières, la municipalité de Marseillon a choisi de vendre une partie de son patrimoine plutôt que d'actionner la populaire levier de la fiscalité. Bon, personnellement, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est de l'argent qui sera réinjecté dans le circuit de la commune. Donc ça ne peut être que du bien. C'est une bonne chose, oui. Si c'est fait pour remoderniser Marseillon-Ville et Marseillon-Plage, c'est tant mieux. Le but, il est quand même là. Ben, je pense que s'il y a besoin d'argent, pourquoi pas? Au total, ce sont 18 lots répartis sur le centre-ville historique et la station balnéaire de Marseillon-Plage qui viennent d'être mises à la vente. Les offres sont depuis quelques jours visibles sur la page web de la ville, transformée pour l'occasion en un véritable site de petites annonces. Tout le descriptif nécessaire à la transaction des biens y est précisé, le prix de chaque lot a été estimé par France Domaine. Les fonds que nous allons récolter vont servir pour Marseillon-Plage principalement à continuer la politique que nous avons mise en place de redynamisation de la station. Quant à Marseillon-Ville, nous avons été lauréats de Petite Ville de demain, des actions pour permettre aux communes de dynamiser le centre commercial de leur ville. À l'issue de la vente qui se tiendra jusqu'au 14 octobre, la mairie a bon espoir de récupérer entre 2,4 millions et 3 millions d'euros. Voilà, alors ça vous dit un petit peu tout. C'est-à-dire que de là où nous sommes aujourd'hui, nous l'avons appris comme vous par voie de presse. Voilà, nous sommes élus. Cette information n'a pas été donnée en conseil municipal, n'a pas été votée. Le maire a décrété qu'il avait les super pouvoirs de décider tout seul. Et il s'est dit, allez, ne mettons pas ça au conseil municipal. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Bien évidemment, on a dénoncé ça au niveau du service de la préfecture, qui a donc annulé la procédure et qui a renvoyé le maire dans ses petits papiers. Alors pourquoi on l'a fait? D'abord pour faire respecter les règles. Deuxièmement parce que si on n'avait pas fait ça, les acquéreurs auraient eu des documents complètement infondés juridiquement. Voilà. Donc en fait, ça faisait prendre une risque aux acquéreurs et ça aurait été illégal en fait. Quelque part. La procédure, on aurait pu annuler leur vente, elles auraient pu rendre leurs actes caducs. Voilà, cherchez le terme exact. Donc la vente des biens communaux, comme le disent ces personnes qui sont interrogées, moi a priori, comme vous, on n'est pas contre si ce sont des vieux immeubles qui ne servent à rien et qu'ils coûtent en entretien et qu'à un moment donné on doit s'en séparer. Pas de souci. Sauf que là, il ne s'agit pas du tout de cela. D'abord, dans certains lots, il y avait un lot de Marseillannettes pour ceux qui sont anciens ou qui ont connu. Les Marseillannettes, il n'en restait pas beaucoup, elles étaient encore 10. Et elles servaient à équilibrer un budget. Mon collègue des finances, un budget martien en location. Mais surtout, elles avaient
une vocation sociale, parce que c'était des vacances permises un peu dans l'esprit d'André Fiol. Voilà. Donc, nous étions opposés en fait à ces ventes-là. On n'était pas opposés, par exemple, à la rue de la Marmite, etc. Mais enfin, quand même, ne pas en passer par un conseil municipal, on parle de 2 500 000 euros, de 3 millions d'euros. Ça nécessite quand même l'avis d'un conseil municipal, c'est ce que dit la loi. Hein, voilà. Sur la vente des biens communaux, donc ça, c'est bien de le mettre, ça vous illustre un petit peu les Marcianettes. Nous, globalement, ce à quoi après on s'est opposé, c'était les Marcianettes, et puis la station, l'ancienne poste, parce qu'elle aurait pu être utilisée, elle est au cœur de ville de Marcy-en-Plage, elle aurait pu être utilisée à un autre dessin que celui d'être vendue. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'après les autres ventes, je n'ai pas c'était sur la procédure. Par contre, pourquoi le maire a-t-il vendu? Voilà, bilan d'opération. On a vendu tous les bijoux de famille. En fait, Yves Michel, c'est son 3e mandat, et là, il vient de vendre 18 lots. Parce qu'il est à court d'argent, David nous expliquera un petit peu le budget tout à l'heure. Mais on n'a plus rien. On a vendu les campings, on a vendu, ça c'était le premier mandat, on s'est tellement allégé que la commune n'a plus de patrimoine, sachez-le. Le théâtre. Alors, le théâtre, parce qu'il n'a pas pu encore s'en occuper. Il y a peut-être un promoteur qui va arriver. Voilà. Il avait essayé d'en faire une salle, je crois, municipale lambda. Hein. Le Luna Park. Le Luna Park. Mais le Luna Park, on l'a plus. On l'a plus, je sais. Hein. Ça fait longtemps qu'il a été vendu, en effet. La première couche. La première couche. Donc, en fait, là, il restait quelques bijoux de famille. Et on s'en sépare. Moi, je voulais juste vous dire, il nous reste l'église qui ne nous appartient pas, et l'hôtel de ville. Voilà. Donc, il va falloir quand même avoir une prise de conscience sur ce qui est fait, parce que je pense que le maire confond son patrimoine personnel et celui de la commune, et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le patrimoine de la commune. Voilà. Alors, tout ça, pourquoi? Parce qu'on cherche de l'argent. Hein? À Marseillan, on a un problème de budget. Voilà. Donc, on parlera après des conséquences des projets USC, mais concrètement, pourquoi il a cherché à vendre, c'est parce qu'en effet, on manque d'argent. On a court d'argent pour financer tous ces projets USC, notamment le stade, on y reviendra. Conclusion, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'était engagé à ne pas augmenter les taxes. Quand il a dit, si vous l'avez bien écouté, il a dit je fais ça parce que l'augmentation des fluides, pour les travaux dans Marcy-en-Plage, etc. Et surtout, il l'avait écrit. C'était dans le Midi Libre, le fameux journal, que c'était pour ne pas activer le levier fiscal. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, je vous le donne en mille. Je pense que vous avez tous reçu vos avis d'imposition pour ceux qui sont propriétaires. Eh bien, il s'en est donné un cœur joie. Voilà. Donc là, je vais passer la parole maintenant à David, qui va vous faire une petite présentation sur le sein du budget, parce que c'est l'expert, et ensuite qui va continuer sur les impôts et taxes. Oui, donc je rebondis sur le budget, je vais faire très simple. Donc le budget communal, c'est exactement comme votre budget à vous, sauf que vous rajoutez 2 zéros derrière. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le budget communal, grosso modo, c'est 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, donc ils proviennent de la part des impôts, 11 millions, de la part des dotations de l'État, de l'ordre de 3 millions, et des recettes propres de la ville, par exemple sur les cantines, sur les crèches, sur les droits de place du marché, etc., à hauteur de 1 million d'euros. Voilà, vous avez une idée globale du budget. Sauf que notre Yves Michel, lui, il lui faut trouver chaque année 3 500 000 euros pour rembourser les différents crédits qu'il a contractés. Donc, il lui faut trouver 700 000 euros pour payer les intérêts de la dette. Le capital de la dette, lui, est à 3 500 000 euros. Et vous avez donc les pénalités pour non-construction de logements à loyer plafonné à hauteur de 400 000 euros. Donc vous avez au total 3,4 millions d'euros par an que le maire doit trouver. Donc, comment fait le maire? C'est comme pour vous, si à un moment donné vous dépensez trop, il va vous falloir trouver de l'argent, soit en empruntant, soit en essayant de faire des heures supplémentaires, etc., ou en essayant de développer votre activité. Donc, pour le maire, c'est relativement simple. Donc, chaque année, il se retrouve en excédent de 100 000, 200 000, 500 000 euros. Donc, ça représente ses marges de manœuvre. Mais chaque année, il dépense 7, 8, 9, 10 millions. Donc, il réemprunte à chaque fois.
Et en empruntant, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il contribue donc à augmenter les intérêts et le capital qu'il a remboursé les années suivantes. Donc, moralité, plus il dépense, plus il creuse la dette, plus il creuse la dette, plus il creuse le budget. Donc, à un moment donné, une fois qu'il n'a plus la possibilité d'activer l'emprunt, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? D'activer les impôts. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé cette année, avec une hausse de 11% d'augmentation d'impôts. Voilà. Donc, en plus de cela, ce qu'a fait le maire, il a une politique totalement antisociale, puisque, dans un premier temps, ce qu'il a commencé par faire, ce qui n'est pas expliqué ici, vous m'entendez bien ou pas, en fait? Non, vous m'entendez pas? Ouais, ça grésille, hein? Ça grésille. Donc, je le penche, c'est mieux? Non? 1, 2, 1, 2. D'accord, ok, je regarde comme ça. Donc, ce qu'a fait dans un premier temps le maire, c'est qu'il a supprimé tous les appartements qui étaient moins près. Voilà. Donc, il a supprimé tous les appartements à destination des personnes les plus modestes. Donc, c'est une catastrophe. Personne. Comment? Voilà. Donc, voilà. Ce qu'a fait le maire dans un premier temps, c'est qu'il a commencé par supprimer tous les abattements à la base à destination de l'ensemble des Marseillais. Donc, il y a eu automatiquement plus 15% d'augmentation d'impôts. Pour les plus modestes, il y avait un abattement à 30% qui a été également supprimé. Donc, plus 30% pour cela. Ensuite, cette année, donc l'augmentation de la taxe foncière, c'est 7% de plus de la part du gouvernement, Yves Michel n'y est pour rien, mais 4% de plus décrété de la part de la ville. Sur l'histoire de l'eau, le maire dit, mais l'eau, c'est pas moi, l'eau, c'est l'aglo. Sauf que l'aglo, c'est lui aussi. Il est chargé de la distribution de l'eau à l'aglo. Il est chargé, non seulement, alors il est chargé maintenant du captage de l'eau, de la distribution de l'eau et des factures de l'eau. Donc, il est de bout en bout à la chaîne de toutes les histoires d'eau. Donc, sans mauvais jeu de mots. Donc ces histoires d'eau, c'est rigolote, mais donc qu'est-ce qu'il a fait le maire? Il a dit, au niveau de l'eau, c'est pareil. Et il va falloir maintenant que les contribuables le payent. Mais qui va payer le plus? Ce sont les plus petits consommateurs. Je m'explique. Donc le maire aurait pu dire, à un moment donné, je vais augmenter le prix du mètre cube de l'eau. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais augmenter le prix de l'abonnement à l'eau. Donc, ce qu'il a dit, c'est, en fait, si vous êtes un petit consommateur, si vous consommez par exemple 5 mètres cubes d'eau, votre facture va passer de 98 à 175 euros par an. Si vous êtes un consommateur moyen, votre facture va passer, donc là on va dire une personne seule, par exemple un retraité ou un étudiant, donc on va passer la facture de 184 euros à 260 euros. Pour un couple avec 2 enfants, de 288 euros à 356 euros. Et pour un couple sans enfants, de 290 euros à 360 euros. Pour un couple avec 2 enfants, de 500 euros à 550 euros. Donc, moralité, ce qui va se passer dans l'histoire, c'est que si vous êtes un petit consommateur, votre facture d'eau va augmenter de 39%. Si vous êtes un gros consommateur, ou un consommateur, on va dire, vous avez 2 piscines chez vous, etc., là, vous commencez à faire des économies. Donc, à l'arrivée, ceux qui morflent le plus dans cette affaire, ce sont les petits consommateurs. Et le maire a toujours cette politique-là de dire, je favorise à un moment donné les plus puissants contre ceux qui ont le moins d'argent. Voilà. Donc, augmentation pour pour une personne seule, c'est plus 60 euros. Augmentation pour un couple avec 2 enfants, c'est plus 40 euros. La logique n'y est pas. Merci David pour cet éclairage. Je pense qu'il a été clair. C'était important, c'est un peu mécanique, mais je pense que vous avez vu la hausse. Alors, contrairement à ce qu'il disait, la hausse des FUI, d'abord il en est responsable pour une partie, et la hausse fiscale tout court. Alors,
ça continue parce qu'il a vendu les biens communaux, il a emprunté, il a augmenté les impôts, mais ce n'était pas suffisant, alors il a trouvé une nouvelle cible, c'est les propriétaires de résidences secondaires. Alors, est-ce qu'on peut passer, je passerai là-dessus, je leur expliquerai s'il y a des questions dessus. Voilà. L'augmentation sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mesdames et messieurs, je vais le dire qu'une fois, Brigitte, je te promets, elle est de 60%. Décision votée en conseil municipal le 19 septembre, je crois, dernier. Décision que nous n'avons pas approuvée, bien sûr, nous étions contre. Alors, là encore une fois, il essaye de diviser pour mieux régner. Une bonne vieille formule. Il y aurait les gentils propriétaires, eux, de résidence principale, les Marseillais un peu de souche, hein. Et puis il y aurait les autres, ceux qui auraient des résidences secondaires, et eux, ben, on peut les taxer en fait. Sauf qu'il y a un petit bémol, c'est que si on a autant de résidences secondaires, c'est parce que c'est toute sa politique depuis maintenant quand même quelques années. Il a favorisé, c'était son choix politique, donc aujourd'hui, combien on a de résidences secondaires sur Marseillon? C'est 60%. 60% des maisons, des appartements, sont des résidences secondaires. Donc c'est pas le hasard. C'est bien parce qu'il y a une politique d'urbanisme et d'incitation qui l'a fait. Et aujourd'hui, il voudrait diviser. Donc en gros, quand même, revenons sur les responsabilités. D'abord, il y a deux types de propriétaires. Il y a des personnes qui sont venues en vacances à Marseillon, vous êtes nombreux ici, ça arrive à d'autres, et ils ont aimé le village, et ils ont décidé d'acquérir une résidence secondaire. Ils y viennent en vacances, ils n'ont absolument pas l'intention de louer à l'année parce que c'est leur résidence de vacances. Et puis vous avez des Marseillais qui ont investi sur la commune et ont également une résidence secondaire sur Marseille-en-Plage, par exemple. La majorité des résidences secondaires sont sur Marseille-en-Plage. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous raconte le maire du conseil municipal pour faire passer la pilule? Il nous dit en fait, c'est pour inciter les propriétaires, et c'est pour ça que j'ai mis 60% et non pas 3-4 comme m'aurait permis la loi, ça n'était pas incitatif. Mais il pense qu'en mettant 60%, ça va inciter, il y en a quelqu'un dans la salle, les propriétaires à louer à l'année, et ça résoudrait le problème de location du marché à Marseillon. Sauf que déjà, le problème de la location sur Marseillon, c'est le fruit de sa propre politique. S'il avait respecté ce que lui demandait le préfet depuis ses 2 derniers mandats et le mandat actuel, on n'en serait pas là. Et deuxièmement, moi j'en connais des propriétaires, ils nous ont été nombreux à nous contacter. On a reçu des courriers, des appels, qu'est-ce qui se passe, etc. Et à eux, on leur donne une réponse qui alors est stupéfiante. Alors, je pense qu'on va résumer la réponse dans un extrait de la réponse d'Yves Michel en conseil municipal à nos questions. Alors, en 5 ans, la valeur des biens sur la commune de Marseillon a augmenté de manière considérable de 37%. Je prends un exemple d'un appartement, on va dire, pour lequel la valeur du bien était de 60 000 € il y a 5 ans. Aujourd'hui, en appliquant cette moyenne, ils ont gagné 18 600 €. Si vous divisez 18 600 € de gain en 5 ans par 190 € qu'ils auront à payer en plus, il faut 90 devant pour amortir, entre guillemets, cette somme qui sera payée chaque année. En 90 devant, ils auront payé ce qu'en 5 ans ils ont gagné. Alors, là, je vous ai passé un tout petit extrait, parce que les enrôlés pour expliquer l'inexplicable, on en a des 20 minutes. Des 20 minutes, il est tout seul à parler. Excusez-moi, mais c'est le maire qui parle. C'est le maire qui parle, oui, c'est bien de le préciser. Donc vous avez entendu, pour ceux qui ne connaissent pas sa voix, c'est le maire qui répond, parce que nous lui avons dit qu'en fait, déjà, vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire à Marseillon, il y a des grandes chances qu'elle ne soit pas aux normes pour le chauffage d'hiver. Donc ça voudrait dire que vous êtes propriétaire, vous devez, je vais suivre ce que nous demande Michel parce que je suis un bon citoyen, vous devez faire des sacrés travaux pour mettre votre maison en location puisque la loi implique les DPE, etc. Je veux dire, c'est pas simple aujourd'hui de louer. Moi, deuxième chose que je lui avais dit en conseil municipal, c'est que c'est pas ça qui va inciter un propriétaire à louer, c'est qu'on sécurise la location. C'est qu'il ne se retrouve pas avec des gens qui ne payent pas le loyer. Parce que pourquoi on investit quand c'est pas pour y aller en vacances, c'est pour rentrer un peu de l'argent pour sa retraite. Et de quoi on a peur, c'est de ne pas rentrer le loyer. Moi-même, j'ai accompagné, et c'est quelqu'un qui nous soutient et qui était dans la salle, parce que du coup, on a sympathisé, une personne qui avait été trouver de l'aide à la mairie, et puis personne n'avait aidé, qui avait des locataires qui n'étaient pas très sympathiques, qui avaient démoli sa maison et qui l'accusaient d'être un vendeur de sommeil. Non, un vrai cas sur lequel on a beaucoup travaillé.
et auquel la justice a donné raison. Donc c'est pour dire que qu'est-ce qu'attend le propriétaire qui a un permis de louer? Ça serait intéressant de dire je sécurise d'un côté et l'autre. Voilà. Mais ça non, c'est pas ça du tout que dit Michel. Il dit que oui, ça peut s'expérimenter. Donc tout ça c'est pour vous dire que voilà l'explication de Michel. Alors je vous la refais quand même parce que c'est fort. On déjà trouve un appartement à 60 000 €, moi je vous défie. Hein Anna, qu'est-ce qu'il vous explique? Il vous dit que grâce à sa gestion dynamique, d'ailleurs c'est vraiment dans tous les documents, dans toutes les notes de synthèse on y a droit, c'est grâce à sa gestion dynamique. Et bien vous savez quoi? Vos biens ont pris, alors il dit 37%, il se trompe dans le calcul, ils ont pris 31%. Mais il s'attribue le marché, l'évolution du marché. Ok. Alors, c'est pas 37%, c'est 31%. Toutes les agences immobilières ont les chiffres. Donc c'est déjà énorme. Sauf que quand même, pour les encaisser, ces sous, il faudrait que vous vendiez. Or, c'est tout le délire de cette démonstration. Et alors, il va encore plus loin, c'est là que c'est délirant, c'est qu'il vous dit, en fait, vous avez fait une plus-value avec la calcul, il dit, si vous prenez vos calculettes, c'est 37, 31%. Il vous faudrait 99 ans de payer 190 € de plus que ce que vous payez aujourd'hui pour amortir ce que moi, je vous ai fait gagner. Voilà ce que vous dit Michel. Alors moi, j'applaudis des deux mains, mais je ne comprends rien. Voilà. Voilà. Alors, je vais maintenant passer le micro à Christian, qui a une excellente remarque à vous faire. Oui, je n'ai pas de résidence secondaire, mais si j'avais une résidence secondaire, il me faudrait attendre d'avoir 175 ans pour commencer à faire du bénéfice. Eh bien, il faut être patient, hein. Voilà, il faut être en bonne santé. On passe à l'urbanisation. Oui. Allez, passons à l'urbanisation. Non, tu pourras, enfin, si tu me permets, tu le sauras plus tard, on va avancer. Alors, l'urbanisation irresponsable, on a réfléchi au terme, hein, mais en effet, on pense qu'elle est irresponsable parce qu'elle est souhaitée, elle est volontaire, c'est un plan. Donc nous, c'est un plan sur lequel on n'est pas d'accord parce que les enjeux sont tels qu'aujourd'hui, c'est irresponsable de faire cette course à l'urbanisation. Alors, la stratégie du maire, en fait, elle est vraiment différente du projet initial sur la station balnéaire, mais également sur le village. Hein, les constructions, elles sont maintenant dans le cœur de ville, elles sont sur la station, elles sont partout. Oui, il n'y a plus de terrain privilégié. Alors, est-ce que je peux avoir... Alors, vous ne voyez pas tellement parce que c'est écrit en petit, mais je vais vous dire ce que c'est. C'est le point 242 d'un dossier des ZAC, une des ZAC, je ne sais plus si c'est les Belles ou Belvez, enfin les Belles ou Belvez ou Pioche de Pire, mais en gros, tout ça est résumé dans les carences en logement et la politique de vacances de logements sociaux du maire depuis ces deux premiers mandats et celui actuel. Aujourd'hui, on est en carence exactement de 467 logements sociaux. 467 logements sociaux. Or, qu'est-ce qu'a fait le préfet pour redresser la barre? D'abord, il nous a fait payer des amendes, je l'ai dit tout à l'heure, 400 000, puis 500 000. Ce n'était pas suffisant, donc il a dit maintenant ça suffit. Il a imposé à la commune que chaque fois qu'il y avait un immeuble qui allait se construire, maintenant on est passé à 30% de logements sociaux. Oui, suivant les gens, ça va même jusqu'à 40%. Et ça peut même monter jusqu'à 40%. Donc en effet, il ne peut plus ignorer qu'il y a un problème. Donc, on subit les conséquences de sa non-politique de logements sociaux. Alors pourquoi il fait autant de constructions aujourd'hui? J'aimerais bien que tu les passes. Voilà, Cap Massilia, Central Station, Cogedim, Next City, Promeo, et j'en passe. On a vu pousser en 3 ans plus de 30 immeubles, dont beaucoup en quartier pavillonnaire. On a comptabilisé à 1500 logements à peu près construits quand il y aura les 2 axes sortis de terre. Donc c'est une politique volontaire du maire. Il inscrit ses motivations en disant c'est simple. Mon objectif, en accord avec la préfecture et l'agglomération, c'est un objectif tripartite, la commune de Marcian doit faire 467 logements, avec 30% de logements sociaux qui seront les 467. Du coup, c'est dit, c'est simple. Je fais 1300 logements, et 30%, ça fait les 467 logements sociaux. Il aurait pu faire autrement. Il n'était pas obligé de construire à outrance pour juste faire des logements. C'est 30% de machin, et on continue. Donc en fait, c'est un choix délibéré. Il a modifié le PLU, donc des promoteurs sont venus, parce qu'en effet, on se régale à Marseille. Dans beaucoup de stations balnéaires, mais ici, c'est le cas. Donc je voulais quand même vous dire que c'est une politique volontaire. C'est pas parce que le préfet a fait, comme il aime bien le dire, l'a obligé, mais en effet, aujourd'hui, il n'a plus le choix, parce que le préfet a dit, et c'est inscrit dans les règles, dans tous les documents d'urbanisme, que si cette fois-ci, on n'a pas les 467 logements d'ici 2024, alors on paiera 1 600 000 €. Voilà. Donc là, on paye les conséquences
de sa gestion, irresponsable, j'ai envie de le redire, en termes d'urbanisme. Alors, juste en quelques chiffres, parce qu'on vous a fait une liste non exhaustive, mais bon, voilà, je les ai énumérés. Promogé, c'est au chemin de l'infirmerie, c'est au numéro 12. Ça a été démarré comme ça. Pierreval, c'est celui qu'on a réussi à éviter. Nexity sur le port, 180 logements. Proméo sur le port, 206 logements. Cogedim, rue des Belles, qui est en construction, ils ont commencé à arracher les arbres cette semaine. 53 logements. Ok. 53 logements. ICAD, en fait, c'est Cap Massilia, rue du Vieux-Puy. Ça, c'est sorti, c'est un programme de 53 logements. Central Station, vous l'avez vu, c'est ce qui se passe à l'avenue de l'Industrie, sur l'ancien terrain du maire. À ras du trottoir, là. Okay, c'est moins joli que sur la plaquette. Hein. Les gens commencent à se plaindre parce que l'eau est déjà rentrée tellement il y a un dénivelé. Voilà. La Palmeraie, c'est ce qui est en construction sur l'ancien stade Marcel Pochon. Okay. Terra Austria et Terra Luna, je vais après en parler, ce sont les deux actes qui démarrent. Voilà. Donc on est dans une course folle, non-stop, et on se demande jusqu'où il va aller. Parce qu'en fait, il peut continuer à construire, il aura toujours 30% de logements sociaux à faire, puisqu'il est en carence et c'est comme ça. Voilà. Donc nous souhaitons dénoncer ça parce qu'en effet, on se battra, et je pense que c'est le leitmotiv de... Voilà. C'est fou. Je crois qu'on avait fait un article un jour en disant l'urbanisme martien, c'est fou. Voilà. Concernant les ZAC, on va faire un petit point sur les ZAC. Alors, lors du dernier conseil municipal, le maire m'a coupé le micro. Carrément. Taisez-vous, coupez-lui le micro. Parce que j'ai eu l'audace de lui dire qu'il y avait des petits soucis avec ces ZAC. Et que je disais n'importe quoi et qu'il valait mieux que j'appelle mon maître, M. Pinault, qui lui savait, ou M. Sauval, qui lui savait aussi, parce que moi, je savais d'où je viens, une femme. C'est une femme. Une femme. Voilà. Donc, sauf que je savais tellement bien que, en fait, ça les énerve beaucoup. Voilà. Donc, nous avons quitté le conseil municipal, pas par plaisir, parce qu'un manque de respect intégral et un délit de démocratie tel que c'est pas parce qu'on nous coupe la parole au conseil municipal, vous voyez, ce soir, on va s'exprimer. Voilà. Alors, sur les actes, il y en a deux. Alors, on vient de vous dépeindre un tableau où vous avez dit, mais encore, il va créer des logements. Mais pourquoi? Alors, il dit aux autres, et c'est la voix de la majorité, mais s'il est comme ça, enfin, les gens pourront avoir un terrain, construire, etc. Oui, mais à quel prix? Et pour quel Marseillan? Parce qu'en fait, c'est pour empiler des gens et gérer les logements sociaux en vertical, ce qu'il ne voulait pas. C'est ce qu'il avait toujours condamné. Et aujourd'hui, on se retrouve avec... il n'a plus le choix. Donc, les ZAC n'est pas des moindres. Alors, déjà, la première chose que je voudrais dire sur les ZAC, c'est qu'il a choisi le même aménageur. Ex-Angélotique, qui s'appelle Moreau Investissement aujourd'hui. Il aurait pu faire travailler, mettons, Rambier, un autre, etc. Alors, on peut se poser la question de pourquoi il fait travailler le même promoteur. Voilà. Je vous pose la question. Ensuite, les deux actes, elles sont énormes. Elles ont des répercussions énormes en termes d'environnement, en termes d'assainissement. Et il faut se poser la question sur la vision pauvre du maire. En fait, pourquoi il bâtit comme ça? Il y a deux arguments. Il y a les logements sociaux, vous l'avez compris, mais il dit aussi que, et c'est son truc depuis son début de mandat, c'est qu'il dit qu'en fait, Marseillan va passer à 12 000 habitants. Je ne sais pas d'où il sort ça, mais il le sort et il le ressort. Vous savez qu'on a perdu des habitants. Parce qu'en fait, c'est tellement devenu cher que nos jeunes ne peuvent pas investir. Moi, je connais des amis qui avaient pourtant 2 salaires qui sont partis ailleurs parce qu'ils trouvent que l'arrière-pays devient plus joli que le port de Marseillan. Et donc, on a un vrai souci de gens qui fuient le village. Ensuite, l'activité économique, à part d'être saisonnier, il n'y a pas grand-chose. Donc, en effet, il va falloir qu'il ait, dans sa vision, on ne fait pas 1300 logements sans penser équipement, sans penser école, sans penser place de crèche. Et tout ça, ce n'est pas inscrit dans son programme. Pour preuve, c'est que quand il a fait la fusion des 2 crèches, ça nous a coûté 500 000 €. Et vous savez combien 2 millions 100 2 millions 100 000, 4 fois plus. Vous savez pour combien de places de crèche supplémentaires? 5. Et pour ça, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est tellement choquant. Mais les ZAC, c'est pire. Les ZAC, ils nous créent 600 logements d'un côté et pas loin de 300, on verra tout à l'heure, sur l'autre. Quasiment 1000 logements carrés. Et là, un aménageur, normalement, quand c'est une ZAC, il aménage. Et il a pour mission d'aménager et de mettre des équipements et des services publics. Or, dans les 2 ZAC, 0 équipement, à part l'équipement en termes d'assainissement, de voirie, comme un gros lotissement. Donc en fait, ce ne sont pas des ZAC, ce sont 2 gros lotissements. Aucun. Oui. Juste une précision. Donc une ZAC, ça veut dire zone d'aménagement concerté.
dans un aménagement concerté, ça veut dire qu'il y a une concertation entre le ZACR et la mairie. Et le ZACR, je ne sais pas si vous avez bien français, mais le ZACR doit amener dans sa ZAC des équipements publics. En contrepartie de ça, la mairie peut l'exonérer de la taxe locale d'équipement. Ce qui s'est passé pour les deux zones, Terra Austria et Terra Vinea, c'est que la mairie s'est dépêchée d'exonérer le ZACR pour les deux actes de taxe locale d'équipement, ce qui représente à peu près entre 300 et 400 000 euros. On est riche à Marseille, on fait des cadeaux au royaume. Mais le ZACR n'amène aucun équipement public, rien. Donc c'est un cadeau royal. On lui fait, parce que normalement, ce cadeau. Ce qui est fait là d'exonération, c'est en contrepartie de ce que le ZACR amène. Là, le ZACR n'amène rien et on lui fait cadeau entre 300 et 400 000 euros. Venez à Marseille, la soupe est bonne. Oui, venez à Marseille, la soupe est bonne, ils l'ont bien compris. Alors ils l'ont tellement bien compris que le prix du terrain, voilà. Parlons un petit peu de ce qui a fâché notre maire en conseil municipal le mois dernier. En fait, ça a des conséquences. On est sur, entre les deux actes, on est sur plus de 30 hectares qui sont détruits en fait, de terre, pour ces logements. Et quand on détruit des hectares de terre agricole où il y a des espèces protégées, c'est le cas dans la zone Pioche de Pire qui s'appelle donc Vinea, je ne me rappelle jamais les noms parce qu'ils sont compliqués, mais il y a un lézard et un oiseau. Merci. Donc en fait, il y a eu une étude environnementale, je vous avais dit tout à l'heure qu'elle faisait 600 pages, et ces 600 pages, je les ai lues. Et donc, c'est indiqué, mais noir sur blanc, qu'en fait, c'est impossible de ne pas détruire la faune. C'est impensable. Donc en fait, comme le maire voulait absolument faire cette ZAC, il a fait ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique. Il a estimé que ce gros lotissement, c'est quelque chose de l'ordre de l'utilité publique. Alors moi, je le dénonce. Je ne trouve pas ce lotissement d'utilité publique. Je trouve même que c'est délétère. Ça nous fait gaspiller des terres agricoles. Si on avait besoin de logements, bien sûr, on a des arbitrages à faire. Mais là, c'est gaspiller des terres agricoles pour rien. Avec en plus, on l'a dit, pas d'équipement, pas de service, etc. Mais par contre, on va avoir le retour du bâton, c'est l'assainissement, les problèmes, tout ce qui va se déverser vers les temps d'auto, etc. Donc, un vrai souci. Après, on peut se dire, en effet, après tout, il y a des gens qui vont pouvoir enfin acheter un petit bout de terrain. Donc, sur les 600 logements, vous avez 227, je crois, 225 ou 227, je l'ai marqué tout à l'heure, terres qui sont vendues, des terres labellisées. Des parcelles. Elles sont vendues, on a regardé les plaquettes comme tout le monde, hein. Elles sont vendues aujourd'hui à 500 € le mètre carré. Des fois 400, ça dépendait du jour où ils ont publié la plaquette. Là où, aux viticulteurs ou aux propriétaires de terre, ils l'ont acheté 30 € sur une ZAC et 40 € maximum sur l'autre. Mais c'est pas fini. Donc, j'explique ça au maire en disant, franchement, en fait, en gros, Angelotti, tu as raison. Il a raison de venir, hein, puis il reviendra. Parce qu'en fait, c'est pas fini, c'est qu'il y a la double peine pour nous. Donc, des gens ont été forcés, il y en a des qui sont présents dans la salle, à vendre. Pourquoi ? Parce que c'est une déclaration d'utilité publique. À partir du moment où il y a une déclaration d'utilité publique, alors l'expropriation est possible. Elle est dans les textes. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a un permis de détruire la faune. Donc on passe. Mais par contre, il y a obligation de compenser. Alors, l'obligation de compenser, comment ça se passe ? C'est que, mais ça c'était l'objet du dernier conseil municipal, une petite division lambda, où il a été acheté des terrains sur Florensac, 2 parcelles qui commencent à alimenter. Et j'ai posé la question, mais combien d'hectares devons-nous compenser ? Alors c'était long la réponse, hein. Il s'adressait à son directeur des services techniques qui ne savait pas, et pour finir, c'est l'élu à l'urbanisme qui a répondu, mais alors tout timidement, qu'on a compensé 22 hectares. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que la SAFER, qui est quand même le bras droit armé de l'État pour ce genre de choses, a été mandatée par l'AGLO parce que... Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Compenser, alors voilà, j'explique. Alors on détruit, parce que, alors je reviens. C'est une déclaration d'utilité publique. Ça me permet 2 choses. D'exproprier ceux qui ne veulent pas vendre, à la fin, et ça me permet d'obtenir un permis de détruire la faune. Or, c'est marqué dans l'étude que la faune va être entièrement détruite. Or, il y a des espèces protégées, donc que dit la loi ? Ils doivent compenser. Alors, il y a les petites mesurettes, éviter, machin, tout ça, on va mettre des pots de fleurs, on va mettre des bassins, on va mettre des petits gadgets, un peu comme à la Pinette, des bassins, voilà. Mais par contre, quand c'est à ce point-là, 33 hectares, où on utilise et on détruit la faune, là, on leur a demandé de compenser, on a eu le chiffre, 22 hectares. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est que
la SAFER va faire le job mandaté par l'AGLO et c'est Marseillan qui paiera la facture, qui à la fin fera payer à Angelotti. Et simplement, on a un cas concret ici des propriétaires qui pourront en attester, c'est que ils ont été contactés. Donc les propriétaires aujourd'hui de terres agricoles ont été, pour beaucoup d'entre eux, notamment les viticulteurs, contactés par la SAFER pour dire « Eh oh, on cherche 22 hectares de terre qui pourraient abriter le lézard et l'oiseau. Et vous, votre terre, en fait, elle nous intéresse. Mais cette fois-ci, c'est pas ni à 30 euros, ni à 40 euros, et encore moins à 500 euros. C'est, vous imaginez à combien? À 1 euro le mètre carré. Voilà. Alors quand je dis ça en conseil municipal, on m'a coupé la parole. Taisez-vous, vous dites n'importe quoi. Quand je dis qu'il y a des gens qui ont été expropriés, bien sûr, c'est pas une expropriation comme ça. Mais de fait, quand la loi vous contraint, de toutes les façons, il y a encore des gens qui n'ont pas vendu. Ils pourront s'exprimer peut-être ce soir. Et qui essayent de négocier un peu plus cher. Voilà. Donc voilà les conséquences du NZAC. Et nous cherchons donc 22 hectares, mais pas que sur Marseille, partout dans le département pour compenser les bêtises du maire. Si je peux me permettre, si vous pouvez accélérer. Oui, on accélère. On continue. Allez. Alors. On va passer vite fait sur les projets. Si vous voulez vous les mettre en forme de questions, on va vous les présenter vite fait. Les axes, ça me semble tellement important. La pollution visuelle, oui, tout à fait. Bon, ça, je pense qu'on l'a abordé. Le cachet d'urbanisme, tu l'as déjà un petit peu abordé, puisque tu as parlé des bâtiments de France, qui, voilà, on est d'accord avec ça, l'ancienne cave coopérative. Si vous retrouvez un petit bout de cave coopérative dans le bâtiment de Probéo, bah, franchement, c'est que vous avez des bonnes lunettes ou une belle créativité. Voilà. Je pense que vous pouvez passer directement au stade. Voilà, je pense qu'on va passer au stade. Donc, si vous avez des questions particulières sur tel ou tel projet, on y reviendra, parce qu'aujourd'hui, dans tous les cas, ces immeubles sont construits. Alors, avant de passer au stade, je voudrais quand même dire quelque chose d'important, c'est que les personnes qui ont acheté, bien sûr qu'ils ont acheté sur plaquette, ils sont motivés, ils sont les bienvenus à Marseille, hein, on ne les déteste pas, ils ne sont pas responsables. On espère juste que, voilà, en effet, ils fassent vivre le village et que derrière, ils soient tout autant soucieux de l'environnement que nous. Voilà. Je pense qu'on va passer en effet à la question du stade, et là, je vais passer la parole à Christian. Oui, alors le complexe sportif, stade et gymnase, là aussi, c'est un gros morceau. Donc, vous savez que l'ancien stade Marcel Pochon a été vendu. Il a été vendu au prix de 175 € le mètre carré à deux sociétés, Cogedi, mais ils diront LNP Production. C'est-à-dire, ça fait une somme d'environ 2 200 000 €. Alors que si on se réfère à la valeur du marché, on aurait pu en tirer près de 4 millions. Donc, Cogedi, mais encore, bravo. Alors, pour parler du nouveau stade et du complexe, si nous étions d'accord pour une rénovation du gymnase qui a maintenant 32 ans, il n'y a pas de souci, il fallait le remettre en état. Il y avait des choses à faire au gymnase, l'agrandir aussi, parce qu'il y a des associations sportives qui se sont créées, il faut donner des salles à tout le monde, puis il y a le collège aussi qui s'est construit, donc voilà, tout ça, c'est très bien que ça amène des jeunes et des moins jeunes dans le gymnase, c'est très bien. Par contre, il y a le stade. Et là, le stade, là on n'est pas du tout d'accord. Pourquoi faire un stade de cette valeur alors qu'on avait le stade de Marcel Pochon qui suffisait peut-être de remettre en état, faire quelques travaux dans le stade. Et le stade allait très bien. On nous a rétorqué que le stade de Marcel Pochon n'était plus aux normes. Ce qu'il faut. Le stade était aux normes, il suffisait de faire quelques travaux. Et donc, pour vous donner une idée, le coût de ces travaux, tout compris, le nouveau stade, le stade d'entraînement et le gymnase, le marché qui a été passé, plus 2 avenants, parce qu'il y a eu des avenants, on est aux alentours de 12 millions d'euros. Donc vous comprenez pourquoi le maire est obligé d'augmenter les impôts, parce qu'avec tout ce qu'il fait comme travaux pharaoniques sur Marseillan, il n'y a plus d'argent dans le portefeuille. Alors, pour ce qui concerne le gymnase proprement dit, l'ancienne municipalité, des mairies, avait obtenu à l'époque du conseil du conseil général une subvention de 2 millions d'euros. Cette subvention de 2 millions d'euros, Yves Michel ne l'a jamais activée. Donc elle a été perdue. Et actuellement, les subventions pour l'ensemble des travaux seraient
pour l'ensemble, serait à peine de 1 770 000, c'est-à-dire toutes subventions confondues, des départements, agglo, régions, État et comment ça s'appelle, conseil départemental. Alors, en ce qui concerne en plus ces subventions, nous avions déjà demandé dans un précédent conseil municipal d'avoir connaissance des arrêtés attributifs des subventions. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2024, nous sommes toujours dans l'attente de ces documents. Nous n'avons toujours pas reçu les arrêtés attributifs de subventions, donc on ne sait pas du tout où on en est. Et s'il y a d'autres subventions qui vont venir par la suite, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Concernant les travaux eux-mêmes, l'entreprise, il y a eu un appel d'offres, donc je fais partie de la commission d'appel d'offres. Il y a un appel d'offres qui a été lancé, 7 entreprises ont soumissionné, et il y en a 3 qui ont été retenues. CSG et Fondeville. Fondeville, tout à l'heure, David en parlera, Fondeville, c'est la grue qui est restée pendant 4 ans au-dessus de la barraquette. Voilà. Et donc, quand il y a eu l'appel d'offres et un conseil municipal, nous avons émis des réserves par écrit concernant la capacité de Fondeville à terminer les travaux, parce que Fondeville était en redressement judiciaire et le tribunal avait accordé un délai de 19 ans. C'est quand même fort. 19 ans à Fondeville pour se remettre d'aplomb. Or, aujourd'hui, le tribunal a condamné Fondeville à cesser toute activité. C'est-à-dire que les travaux que Fondeville devait faire sont interrompus. Quand on sait qu'il va falloir trouver une autre entreprise pour continuer dans Fondeville, et par expérience, puisque par ma profession de secrétaire général, je suis passé par là, pour trouver une autre entreprise pour faire les travaux, les entreprises, elles sont là, elles disent, vous avez besoin de moi, et je viens, mais au prix que moi je veux. Et donc, il faut s'attendre encore à une plus-value sur les travaux restant réalisés par Fondeville. En plus, il y a eu des réserves qui ont été émises par une entreprise. Parce que l'écart de prix entre Fondeville, entre le premier et le troisième, Fondeville se trouvait à la 3e position, était du simple au double. Cherchez l'erreur. Donc, bon, on verra par la suite ce qu'il en est. Et d'ailleurs, une des 2 entreprises qui n'ont pas été retenues, l'entreprise Beck, de Lunel, a contesté le cahier des charges, en disant que le cahier des charges n'était pas assez explicite, qu'il était orienté, et qu'en plus, cette entreprise a mis des réserves sur la solidité du gymnase. Parce qu'il va y avoir des travaux qui vont être faits sur le gymnase, notamment du photovoltaïque qui va être installé sur la toiture. Et l'entreprise Beck a émis des réserves en disant que, à son avis, la structure actuelle du gymnase n'était pas assez solide pour supporter le supplément de poids. Donc l'entreprise est allée au tribunal, ils ont perdu. Donc on verra la suite en espérant qu'ils se sont trompés, Beck, et que le gymnase, bien sûr, tienne le coup. Mais enfin, voilà où on en est avec toutes ces entreprises un peu... disons que je pense qu'il fallait sauver le Solar Fondeville. Il s'était planté sur la barraquette, et je ne sais pas pour quelle raison, mais il fallait absolument le sauver, et on lui a donné le nom Saronge. Voilà. Alors, c'est vraiment incroyable ce dossier, parce que à maintes reprises, on a fait inscrire en procès-verbaux le caractère dangereux de ce choix, complètement dingue, parce que, comme l'a dit Christian, est-ce que c'est la vocation d'une commune de sauver une entreprise qui n'est même pas locale en plus, hein? C'est une entreprise de Perpignan? La réponse est non. On peut se poser vraiment la question de quel est l'enjeu, quel est l'intérêt des Michel à vouloir absolument sauver le soldat Fondeville. En tout cas, c'est terminé pour Fondeville. L'article dans l'Indépendant est paru, le tribunal a tranché, et donc ils sont en banqueroute, hein, on appelle ça, liquidé, et c'est fini, c'est over. Donc maintenant, on attend la suite. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, ce qui était prévu, en fait, dans le premier cahier des charges, c'était pas de démarrer par le stade. C'était de démarrer par la rénovation du complexe sportif, là où tout le monde était d'accord. Même Ludo, à l'époque, l'ancien élu, avait dit les associations auront leurs locaux à leur rentrée. En 1 an et demi après, vous avez vu dans quel état on en est rendu. Donc, qui va continuer les travaux? On n'en sait rien, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'à la commission d'appel d'offres, on a reçu une convocation
Elle a été annulée parce qu'évidemment, ils ont dû avoir l'information de la liquidation de fonds de ville, donc ils l'ont annulée. C'était pour encore un avenant. Mais cette fois-ci, il y a de nouveau une commission d'appel d'offres. Donc, on en saura peut-être un petit peu plus sur ce dossier, mais quand même, tu as dit 12 millions, moi j'ai envie de dire plutôt 13 millions. Dans le cahier des charges, c'était 8 millions, 9 millions. Ouais. Bon, bref. Donc, 12 millions, c'est le chiffre officiel des Michel. voilà. Aujourd'hui, en tout cas, avec les avenants, on est à quasiment 13 millions d'investissements par la commune. Donc, vous comprenez bien pourquoi la commune cherche de l'argent partout et pourquoi vos impôts sont augmentés. Voilà. Oui, c'est une gestion irresponsable. Voilà. Je vais faire la transition avant de passer la parole à David sur le dernier dossier. Alors, en effet, Fonds de Ville, c'était aussi la grue que vous avez vue pendant des années sur le chantier laissé à l'abandon. Mais encore hier ou avant-hier, quelqu'un a rencontré Miguel Espada qui a dit « Mais ça y est, j'ai retrouvé un repreneur. » Hein? Alors la Baraquette, petit dossier épineux, on va clôturer sur ce dossier-là parce qu'il est quand même assez significatif de la ténacité du maire à vouloir imposer des choix dont on ne comprend rien, s'il n'y a pas que l'argent. Il y a quand même une histoire d'argent, qu'il y a quand même des intérêts financiers en jeu qu'on ne comprend peut-être pas nous, parce que de notre point de vue, on n'a pas tous les éléments. Mais enfin, on a quelques éléments d'ordre juridique que David va vous présenter, qui nous laissent à penser que quand même on peut se poser des questions sur l'éthique, ici, dans la gestion de cette commune. David, tu as 5 minutes. D'accord, donc je fais très court. Je pourrais y passer 3 heures. Juste pour revenir vite fait sur la vente des bungalows municipaux. Yves Michel investit 10 millions d'euros sur les bungalows municipaux à Marseille-en-Plage. On se retrouve en faillite actuellement et donc Yves Michel va revendre les bungalows municipaux 5 millions à une société privée. Donc moralité, 10 millions d'euros d'impôts dépensés pour rénover les bungalows pour une revente à 5 millions. Donc on va avoir un trou de 7 millions d'euros dans les caisses du budget et ce sera à vous bien évidemment d'épongé. S'agissant de la Baraquette, donc en fait, je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve, c'est un terrain qui est juste à côté du cimetière. C'est un terrain qui était excavé depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc en fait, en 2014, Yves Michel a une promesse de campagne qui est de dire nous allons accueillir maintenant des ultra-riches sur cette zone-là, et une zone qui mesure 6 hectares, et donc sur lequel nous allons avoir 500 000 euros de retombées directes par an, et 180 emplois directs et indirects également créés grâce à cette structure pour hyper riches qui va comporter 150 logements qui seront vendus 10 000 euros le mètre carré. Voilà. Donc Yves Michel fait confiance tout de suite à un promoteur qui s'appelle Miguel Espada. On se demande pourquoi est-ce qu'il fait confiance à ce promoteur, puisque celui-là même vient de faire faillite 2 ans auparavant sur une propriété qui s'appelle Rive Droite, Rive Gauche, pardon, sur le port de Marseillan. Donc ce propriétaire, Yves Michel, fait sa confiance, et malheureusement ce propriétaire, en fait, il n'a pas les sous pour acheter le terrain. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc Yves Michel dit qu'à cela ne tienne, je demandais à Carole Delga de payer le terrain. Voilà. Donc Carole Delga m'appelle pas directement, mais indirectement. Elle me dit bon, c'est quoi cette histoire sur Marseillan? Je dis oulala, faut pas les pieds là-dedans. Faut pas les pieds là-dedans. Donc le promoteur finalement réussit à trouver l'argent pour acheter le terrain et en hypothéquant une partie de ses propriétés, parce qu'en fait c'est un homme d'affaires. Et donc le reste, il s'associe avec un associé pour justement trouver la somme totale, puisqu'il achète le terrain pour 6 millions d'euros. Donc le maire est tout content, il a son promoteur préféré, et donc il va poser sur un certain nombre d'événements, pour la première pierre, etc., etc. Et il va vanter à Noyer Prat la future création d'un complexe de luxe à destination des ultra-riches qui vont tous ruisseler sur la commune. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le promoteur, il a des exigences. Et au fur et à mesure des exigences, le maire va modifier le plan local d'urbanisme pour lui faire plaisir. Donc, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que le promoteur dit ben voilà, moi j'ai envie d'agrandir mon hôtel, j'ai envie de pousser davantage. Sauf que le maire n'a pas le droit, parce qu'il a le droit qu'à 4 hectares par le préfet pour créer de la résidence touristique. Le maire dit non, mais moi il faut 8 hectares. Maintenant, le promoteur, il faut 8 hectares. Le promoteur dit mais 12 mètres d'eau, ça vous vous souvenez ce qu'on a raconté sur la hauteur, 12 mètres d'eau, pour moi c'est pas suffisant. Moi il me faut 15 mètres. Et donc le maire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ne bougez pas, on va modifier le plan local d'urbanisme et on va monter à 15 mètres. Le promoteur dit, il me faut encore plus de logements.
Et normalement, c'est interdit. Mais le maire va dire, mais attendez, le promoteur, maintenant, ce qu'il demande, c'est 180 logements, alors qu'auparavant, il en demandait 280. Jamais il y a eu un permis de construire, jamais, où le promoteur a demandé 280 logements. Donc le maire est allé inventer, dans l'enquête publique, un permis de construire à 280 logements, uniquement pour pouvoir permettre au promoteur d'augmenter son nombre de logements et de pousser en hauteur. Voilà. Donc le préfet se mêle de cette affaire-là, etc. Donc retoque le maire qui revient de nouveau à la charge. Donc là on est vraiment sur de l'acharnement thérapeutique sur ce projet-là. Mais dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Si vous êtes déjà allé sur ce terrain de la Baraquette, il y a 5 fondations qui sont sorties de terre. Alors pourquoi 5? Parce qu'il y a 5 pigeons qui sont fait avoir. 5 pigeons qui sont fait avoir. Donc le principe de vente, c'est ce qu'on appelle le VFA. Donc vente en l'état de futur achèvement. Donc les gens payent au fur et à mesure pour voir leur maison se construire. Donc 5 se sont fait arnaquer et ont payé. Sauf qu'il y en a un parmi ces 5 qui a dit « à moi, on ne la fait pas ». Donc il a fait constater par l'huissier et par le tribunal ensuite que les travaux étaient totalement interrompus parce que le promoteur a dit « mais vous comprenez bien, moi c'est la faute du Covid ». Sauf qu'il faudra quand même qu'il explique que, par la faute du Covid, une autre résidence qu'il a faite à Mandoune, sur Marseillan, est totalement inhabitable. Avec des gens qui ont acheté soi-disant pour louer. Voilà. Donc, je reviens à Newton, donc c'est un acheteur américain, je termine. Donc c'est un acheteur américain qui fait constater par l'huissier que les travaux sont strictement interrompus depuis 2 ans, et donc ça passe au tribunal, et le terrain est actuellement hypothéqué. Voilà. Donc il y a eu un cosmétique qui a été fait, donc vous avez vu le changement de nom. Au début, ça s'appelait la Baraquette. Après, ça s'appelait Luxe, la Baraquette. Et maintenant, ça s'appelle Port Marseillan. C'est exactement la même société, avec les mêmes actionnaires. Et les mêmes gars qui sont à la tête. Ils changent de nom à chaque fois, qui commencent à devenir tricards. Voilà ce qui se passe. Et voilà en fait, toute la confiance qu'a fait Michel à un promoteur, excusez-moi du terme, en attendant le jugement, que moi je qualifierais de véreux. Je crois qu'on peut appeler un chat, c'est un escroc. Et d'ailleurs, il a été recherché, il a eu d'autres communes sur la paille. Et il est recherché d'ailleurs au niveau des États-Unis, etc. Bon, bref, c'est un gros dossier. Vous voyez, il s'en passe à Marseillan. Hein. Moi, je suis effarée par tout ce qu'on a découvert et ce qu'on ne sait pas encore. Donc voilà, en tous les cas, je tenais à vous remercier d'être présents. Peut-être qu'on va conclure. Oui, mais déjà. Et on va passer aux questions. Vous avez dépassé la réalité à Marseille. Moi, j'ai été pendant 7 ans, et je me demande quand même ce que tu es en train de devenir mon village, alors que pendant 7 ans, on s'est quand même affairé avec l'équipe numérique à mettre en place l'assainissement et à vivre correctement à Marseille. Et là, je me fais un peu de soucis quand même depuis un moment. Oui. Voilà, donc là, on va passer aux questions. Je pense qu'on va passer au niveau démocratie directe. Et si vous avez des questions certaines à poser aux élus concernant ces dossiers-là, allez-y. Alors, la première question est toujours difficile, mais allez-y. Attends, Corinne. Alors, oui, il court, Marc, il court. Alors, je voudrais revenir sur le PLU, si vous le permettez. Oui. Sur le PLU du secteur des Fougères. Absolument. Et ce qui concerne aussi Fougères, ça concerne le secteur pavillonnaire. À l'époque où le PLU a été réalisé, les associations, dont je fais un petit peu partie, ont été questionnées et on nous a dit il faut absolument laisser la loi Allure concentrée. Bon. Donc. La question, Michel, la question. La question. Donc, il faut arriver à 250 mètres carrés minimum pour construire. Sur des hectares. 250 mètres carrés. 1000 mètres carrés le terrain. Le poste avant donnait au minimum 1000 mètres carrés. Mais, donc, on nous l'a vendu, c'est comme ça.
c'est le préfet, c'est la loi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Amen. Bien. Seulement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'Avias, chez Jordan Dacier, dans la zone, les zones pavillonnaires, le minimum pour construire, c'est 500 mètres carrés. Ce magnifique bouquin que j'ai récupéré l'autre soir dans les vœux de M. Détome nous dit, je ne sais pas les lunettes, de mémoire, premièrement, dans la zone pavillonnaire, 800 mètres carrés minimum et pas de R+1 dans les zones qui ne sont pas construites en R+1. Vous voyez toute la latitude des PLU. Alors, ma question... Merci pour le cadeau. Comment peut-on revenir là-dessus et quelle démarche peut-on faire pour essayer de remodifier le PLU en ce sens? Alors, c'est une excellente question. Vous voyez un petit peu les marges de manœuvre d'un maire à la gestion de sa commune. Alors déjà, j'ai une première réponse à vous donner, puisque dans une formation sur l'urbanisme à laquelle j'ai assisté il y a quelques mois en arrière, en 2026, c'est fini les PLU locaux. On passe à l'échelon intercommunal. Donc, en ce qui nous concerne, nous, sur Marseille, on va passer à niveau de l'agglo de 7, ce qui n'est pas tellement rassurant, en fait, je dois dire, parce qu'on a toujours Bill Michel qui est président du SMBT, c'est lui qui fait le schéma de cohérence territoriale, et etc., etc. Mais ceci dit, il y a aussi d'autres communes qui sont un peu plus regardantes, comme celle de Metz, etc. Donc, en fait, la loi va passer au niveau de l'échelon supérieur. Donc, déjà, sans rien faire mécaniquement, ce qui était décidé à l'échelon d'une commune ne le pourra plus. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, c'est déjà que dit la loi. Parce qu'en fait, un PLU, il est serein, mais dans le cadre de respecter les règles du dessus, c'est-à-dire du droit tout court, du PADD, etc., etc. Donc la première réponse, je ne connais pas le plan local d'urbanisme des autres communes, mais sur celui de Marseillan, bien évidemment, on a vu ce qui se passe aux Mougères. Voilà, ça divise d'ailleurs les propriétaires des Mougères. Il y a ceux qui ont vendu, qui ont divisé. Quand même, c'est l'occasion de vous le dire, on est des proies ici sur Marseillan. On est en chasse. Les promoteurs, ils ont des rabatteurs, ça s'appelle des agences ouvertes. Moi, j'ai rien, il faut que tout le monde travaille. Mais attention, quoi. Il y a un petit peu trop de... Dès que quelqu'un est décédé, dès que quelqu'un divorce, etc., on sillonne nos quartiers. Et c'est comme ça que certains d'entre vous ont vu débouler des promoteurs avec des offres alléchantes de 30% dessus du marché. Voilà. Donc la première des réponses, c'est être vigilant. Ce que vous avez fait avec l'association de riverains, c'est déjà peut-être travailler avec nous et avec des techniciens de l'urbanisme pour voir qu'est-ce qu'on pourrait modifier dans le cadre de ce PLU et comment. Vous avez vu ce qu'on a fait sur les hauteurs, il nous a fallu batailler. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut revenir en arrière là-dessus? Je n'ai pas de réponse ce soir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on pourra y travailler. Oui, juste une précision qu'il va falloir étudier. De toute façon, c'est que, on parlait en termes un peu techniques, c'est que le COS a été supprimé. Voilà. Bon, par contre, effectivement, on peut imposer à un moment donné une certaine distance entre les terrains, etc. Voilà. Donc ça, on est bien d'accord, et à un moment donné, pas avoir en ouvrant sa fenêtre directement, avoir le voisin en face. Ça, on est bien d'accord. Il y a une spécificité sur le quartier des Mougères qui convient, à mon sens, de respecter. Et là, actuellement, trop c'est trop. C'est-à-dire qu'on a effectivement, comme tu le disais, des personnes qui sont vieillissantes et qui disent bon, moi j'ai été obligé d'acheter 1000 m² ou 1500 m² de terrain, de parcelles, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Maintenant, je me retrouve avec un terrain qui est trop grand. Est-ce que je ne peux pas diviser mon terrain en deux parce que j'ai plus le temps, les moyens de m'occuper de mon terrain? Ça, c'est tout à fait légitime. Maintenant, on est passé peut-être à un moment donné d'un extrême à l'autre. Et il convient de rectifier cela. Parce qu'à un moment donné, au Mougères, on ne peut pas continuer à densifier comme on peut densifier le centre-ville. Ce n'est pas du tout l'historique du quartier, à mon sens. On va prendre une autre question juste sur les Mougères. En effet, il y a matière à réfléchir déjà sur est-ce que les règles sont appliquées? Et ça, on peut déjà regarder. Parce que moi, je vous dis, les règles ne sont pas appliquées. Voilà, il y a 2 poids, 2 mesures. Après, n'oubliez pas, pour finir, que nous avons aussi la valeur d'ajustement, c'est l'assainissement, l'état de taux, et vous avez aussi la réserve naturelle aussi. Voilà, vous avez n'importe quoi. Mais c'est vrai que même avec les cadres, c'est difficile. Bonsoir, vite fait. J'aurais 2 questions à vous poser.
Une sur Marseille-en-Plage et une sur Marseille. Allez, allons-y, le choix. À Marseille-en-Plage, les bijoux de famille ont été vendus, comme vous disiez. Ouais. Mais est-ce qu'il reste l'ère du camping-car? Est-ce qu'il nous appartient ou est-ce qu'il a été vendu? C'est une excellente question. Voilà. Et la seconde question, Oui. puisque j'y suis, Oui. c'est l'ancien champion qui va se bâtir. Ok. Et est-ce que le parking qui est actuellement va rester à la commune ou quoi? Ok, Voilà. ce sont des questions. Merci de avoir posé ces questions parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais ça nous permet d'aborder le dossier du champion, on va en parler. Alors, pour répondre à la première question, l'ère des campings. Il n'y a pas longtemps, au conseil municipal, on nous a fait voter d'abord de prendre participation dans la SPLBT, une société, comment dire, mixte, on appelle ça. Oui, ça, oui. Une société mixte bassin de taux, dans laquelle l'activité principale est divisée en deux. On gère tous les parkings de 7 et on construit les actes. Marseillon a pris les actions 1% pour rentrer dans ce truc. On s'est dit, tiens, il y a un projet qui se dessine. Et puis, il ne s'est rien passé. Et récemment, alors je ne me rappelle plus la date du conseil municipal, nous avons été amenés à voter de changer de gestion de ce terrain qui est derrière l'office du tourisme, en fait. Donc, en fait, la gestion a été confiée à la SPLBT. Alors, autant vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Nous n'avons pas prouvé cette décision parce que déjà tout ce qui se passe au niveau de la SPLBT est très 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 flou, pour pas dire opaque, et qu'on voit bien que tout ce qui les intéresse c'est de faire de la rentabilité de parking. Donc moi ce que je peux vous dire c'est que ce qui peut-être se dessine là-dessous c'est peut-être qu'on va aller vers une privatisation des parkings de plus en plus sur notre commune et notamment sur le littoral comme le font déjà certaines communes. Après précisément on n'a plus la main sur la gestion de ce site. Et ça n'a pas été vendu. C'est la gestion qui a été concédée. La deuxième question, c'est... alors je vais répondre si vous voulez bien, parce que je suis riveraine de ce projet. J'habite en face du théâtre. C'est le dossier de l'ex-champion. Alors là, c'est pareil, à force d'être avec une commune comme ça, on commence à avoir un esprit un peu fouineur, donc on regarde les décisions du maire et on tombe sur des notes d'avocat et on dit « Ah tiens, on a payé un avocat, pourquoi ?» Et c'est un petit peu ce qu'on fait quand il y a des décisions. Et on est tombé sur une décision qui concernait ce projet, et on est tombé sur une décision qui concernait également l'étude d'implantation d'une résidence seigneuriale. Donc j'avais posé à l'époque la question au maire, et on avait aussi il y a eu 3 éléments. Il y avait l'emplacement réservé, vous savez, de l'ancien chai qui est collé à la station-service à côté, qui avait été levé. Donc ça nous laissait quelques indices qu'il allait se tramer quelque chose enfin sur l'ancien champion, qui nécessite une réhabilitation, on est bien d'accord là-dessus. Alors le projet d'Hélénis, c'est simple, c'est une résidence seigneuriale, sauf qu'au début, le promoteur était très gourmand parce qu'il voulait partir de là-bas, l'ancienne station-service, voir le chai, et d'aller jusqu'à l'ancienne trésorerie, pour ceux qui connaissent qu'aujourd'hui la mission locale. Et dedans, il y avait la poste. On s'en fout complètement de la poste. Alors qu'on met une résidence seigneuriale, service public numéro 1 à la poste, et on l'aurait mis peut-être dans un sac où il n'y a rien, je ne sais pas. Donc heureusement cette fois-ci, il y avait quelques notables du coin qui ont des biens ici et qui n'avaient pas envie de cette ampleur de bâtiment. Donc il y a là aussi un collectif de riverains qui s'est monté, dont je fais partie, là pour le coup pas en tant qu'élu mais en tant que riveraine. Et il y a eu des dialogues qui se sont établis avec le promoteur. Donc on a informé également la Poste, et les salariés de la Poste étaient complètement en état de choc. Bref. Donc la négociation c'était, moi je m'en fous du trésor public, toi tu la Poste, non moi je m'en fous pas de la Poste service public. Voilà, donc résultat des courses, on n'a pas le pouvoir. À un moment donné ça commence à faire beaucoup. Donc le promoteur est revenu avec une copie un peu modifiée. Mais il a perdu du logement. On est passé de 300 logements à 200. Empilés sur 3 niveaux, alors tenez-vous bien, avec 2 niveaux de parking en sous-sol. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu sur quoi nous sommes, là. Mais là, il y a un gros trou. Il y a de l'eau partout. Chez moi, il y a un puits. Il y a de la flotte partout. Mais comme c'est la SPLBT derrière et qu'on fait des parkings en sous-sol à 7, vous avez dû suivre un petit peu l'affaire, techniquement, on peut tout faire. Après, en termes de coûts, c'est qui va payer la facture quand il y aura les inondations? Ben, ça sera pas le promoteur. Non. Oui, non, mais ils le mettent. Oui. Voilà. Le maire a accepté le permis, oui. Mais c'est interdit par le plan. Oui, c'est interdit par le plan. Oui, mais encore une fois, le PLU, il est à données variables. Quand je dis il y a 2 poids, 2 mesures, selon qui vous êtes et qu'est-ce que vous présentez, il y a des permis qui passent. Alors là, encore une fois, il fallait contester dans les 2 mois ce qui a été fait. C'est pour ça qu'il y a une négociation.
Voilà. Donc aujourd'hui, on en est à... Alors, il devait faire 3 bâtiments, maintenant on est concentré sur 2. Il y aura des commerçants dessous, ce qui est bien. Et on n'a plus la poste englobée, on est... Voilà. Par contre, alors, je reviens sur le temps des parkings. En effet, c'est un des rares parkings gratuits, où tout le monde vient pour aller sur le port, etc. Alors, on veut que Marsan soit Saint-Tropez, il y a des restaurants, etc. C'est super, on est content. Mais il faut aussi pouvoir se garer quand on vient. Donc, en effet, qu'est-ce qu'a fait le maire? À un conseil municipal, on a pas arrêté d'acheter, de vendre, entre autres. Alors, on achète toujours au prix fort, nous. On achète au prix fort et on vend toujours au prix faible. Donc, on a vendu à Elis une partie des places de ce parking public. Alors, je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois que c'est 75, 65. En bref, on a vendu une partie des places de parking public. Voilà. Non, plus que ça. Attends, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, s'agissant de l'ancien Champion, c'est que la moitié des places appartiennent au privé, donc à Champion. Donc, il est parfaitement en droit de réclamer la moitié des places de ce parking. En plus de cela, le maire a vendu 56 places de parking public pour permettre de réaliser cette fameuse opération. Donc, il va rester certainement sur les 250 places, il va rester une 50aine de places sur ce parking qui resteront publics. Alors, le maire s'est défendu en disant « Mais moi, je vais créer des places de parking. » Vous allez les créer où? Eh bien, à l'intérieur de la résidence seigneuriale. D'accord? Mais on pourrait y accéder? Non, mais j'ai recréé des places de parking. C'est véridique, c'est un conseil municipal. Voilà ce qu'il m'a répondu. Donc demain, on n'aura plus la capacité de se garer, tout en sachant que on est, vous le voyez par exemple le mardi, qui va se garer sur le parking? Les gens qui vont au marché. Qui va se garer l'été sur ce parking? Les gens qui vont consommer dans les restaurants, dans les commerces du port. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est totalement, entre guillemets, criminel et suicidaire, je pèse mes mots, pour le commerce local. Voilà. Il n'est pas possible actuellement de vendre ces places de parking et d'encourager un tel système. Vous n'aurez pas la possibilité de vous garer dans la nouvelle résidence seigneuriale, je vous le rassure, et encore moins de faire les sous-marins avec votre véhicule, puisqu'en fait le permis de construire, encore une fois, a été accordé en zone inondable, et que le PPRI stipule bien qu'à un moment donné, il n'est pas possible d'excaver le sol. Et on vous dit, sur cette zone qui est considérée comme étant zone bleue, il vous faut être minimum à 50 cm au-dessus du sol pour les entrées, etc. Lui, il part à moins 2. On est à moins 8 mètres. Je vais rajouter pour finir sur ce dossier, si tu veux bien. Oui, donc, si j'ai bien compris. Je veux juste conclure sur ce dossier-là. Oui. En fait, sur ce dossier, je voudrais quand même vous dire que, il s'est passé ce que je dis, ça y est, on a agi. Donc, ils ont désigné un expert judiciaire. Il y a des personnes présentes dans la salle qui ont des appartements dans les planètes du port derrière, etc. et tout, qui sont inquiets de tout ce qui va être construit. Et un expert judiciaire a été désigné. Et cet expert judiciaire, dans un premier temps, qui a été désigné, ça ne s'invente pas, c'était le frère du maire. Denis Michel. Voilà. Donc, quand j'ai vu le document, j'ai dit, mais depuis, il a été modifié, ce n'est plus lui. Voilà, parce qu'il a dû savoir qu'on était au courant. Et donc, c'est pour vous dire que quand on veut un dossier d'urbanisme, que quelque chose sort, il y a des avocats, il se passe plein de choses, et les dossiers peuvent sortir. Donc, en effet, oui, on peut mettre des parkings en sous-son, prévoyez les parkings. On vous fait un constat de ce qu'on vit, en fait. Donc, on vous alerte sur ce que peut faire encore aujourd'hui un maire. Voilà. Vous avez d'autres questions? Pour là-bas. Je rajouterai aussi que pour les stationnements, soyez vigilants aussi ce qui se passe du côté de la MJC, puisque vous avez vu, il y a des barrières qui ont été. On ne peut plus se garer là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il a diminué le parking. Il l'a carrément enlevé, on ne peut plus se garer devant un vieux cimetière. Terminé. Oui, une question. Je ne sais pas. Oui, ça marche. Justement, là ce soir, on a informé beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ces chantiers-là ou Alors, je vais répondre à la question. En fait, quand il y a un permis de construire, vous avez 2 mois pour agir. Donc on peut rien faire. Alors en tant que riverain, vous avez 2 mois pour acter, c'est ce que je vous avais expliqué, pour aller en justice. Vous n'avez que 2 mois. Or, vous n'êtes pas des professionnels de l'urbanisme ni du juridique. Il vous faut être aidé. Voilà, donc quand ça se passe, c'est pour ça que je lance ce soir un appel à la vigilance de ce qui se passe dans notre commune, parce que ça se passe dans votre rue, mais ça se passe dans les autres rues, vous voyez bien que ça se passe à peu près partout, donc soyez vigilants, on n'a que 2 mois pour agir. Pour ça, il faut avoir des raisons de contester les règles d'urbanisme. Est-ce que ce projet, d'un point de vue du permis de construire, est légal?
Ou est-ce qu'il y a dedans des éléments qui permettent d'aller contester? Mais Champion, c'en est où là? Ça va se construire? Ah mais alors moi j'aimerais bien savoir. Pour l'instant, on a fait remonter tout ce qu'on a fait remonter. C'est encore très opaque et on ne peut pas compter sur le maire pour nous expliquer. D'accord. Et les arbres? Ah ben les arbres, c'est la question qu'on a posée. Parce que comme ils vont supprimer des places de parking, qu'est-ce qu'ils vont faire des arbres? Voilà. Donc la question, je n'ai pas la réponse, mais je suis comme vous soucieuse de ce que du devenir. Autre question? Oui. Ah, pas déjà. Déjà, pour résumer, pour vous, je pense qu'il faut être vigilant et si vous avez des élus en face, vous les alertez. Mais on est disposé à vous rencontrer, si vous le savez. Avec Philippe, donc, nous sommes juste à côté du futur massacre qui a déjà commencé depuis une semaine de la Pinède. Donc, il y a quand même ce puits qui, paraît-il, pourrait alimenter à nous une partie de Marseillan. Je dis bien ça. Alors, puisqu'on va vers une période où l'eau va manquer, comment se fait-il que monsieur le maire, qui nous demande du pognon, en plus, parce qu'il ne supporte pas d'être attaqué, arrive à faire boucher ce puits pour peut-être 3 ou 4 places de parking de plus pour la résidence, la future résidence. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention, Chantal. C'est normal parce que franchement là, voilà, ça dépasse les bornes. Madame Lheureux et M. Geoffroy font partie des riverains du domaine de la Pinède qui ont été en justice et qu'on a accompagnés jusqu'à la cour d'appel à Toulouse. Et bien le tribunal et la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal comme quoi le permis est réglementaire. On s'en fout complètement de l'environnement. Et pourtant, Dieu sait qu'on a travaillé le dossier, Dieu sait qu'il y avait des éléments naturels. Il faut quand même savoir que ces gens ont fait un recours gracieux auprès du maire, qu'il a rejeté en disant je comprends votre émotion, tout ça, mais bon, votre puits, on s'en fout, votre Pinède encore plus, parce que je dois construire du logement. Voilà. Et que pour lui, c'était plus de l'attachement qu'une réalité d'un impact environnemental. Voilà votre réponse que vous avez eue en fait. Donc, en l'état actuel du projet, malheureusement, c'est fini. La cour d'appel a tranché, on était tous, voilà. Et en plus, comme je l'ai dit, le maire vous demande maintenant de réclamer les intérêts. C'est dommage. Donc là, vous avez un témoignage de riverain de ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, malheureusement, la pétition n'a pas suffi. Merci. Merci, ça fait plaisir. C'est bon de vous entendre parce que ça peut encourager les autres qui sont dans notre quartier à les contacter. Je pense qu'il y a une autre question. Oui. Je n'ai pas vu. Oui. Pour répondre à Chantal, il manque peut-être de l'eau, mais il ne manque pas du vin encore, Marseillan. Oui, le champagne. J'ai vu récemment qu'il y avait l'ancien local du Parti communiste, là, avec un permis de construire, avec bénéficiaire Yves Michel. Ah oui, merci de poser cette question, parce que si j'en avais parlé sans question, bon, alors là c'est très simple, alors pareil, on est tombé. Attends, je dire, c'en est risible la force. En fait, oui, voilà, merci. Alors en fait, pour information, cette acquisition, c'est l'ancien immeuble en effet du Parti communiste de Hague, qui s'en séparait. Donc peu importe les détails, c'est un immeuble qui était donc vendu. Mais vous savez bien que quand ça passe chez le notaire, la mairie peut avoir un droit de présomption, on est dans cette zone. Mais la mairie, pas moi, pas le maire, ni vous. Ok, mais ils ont été informés que ce bâtiment est à la vente. Alors le maire en effet est l'acquéreur, mais pas tout seul. Il est en indivision avec son collaborateur de cabinet, Joël Gracia. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, ça me choque. Et d'autant plus que ce bâtiment va faire l'objet d'une rénovation de façade. De là à ce que le dossier de rénovation de façade soit subventionné, bon, je ne m'engage pas, mais voilà. Donc en effet, c'est choquant. Mais il a le droit. C'est légal. Moi, j'ai rien à dire d'un point de vue légal. Voilà. Ce qu'il va en faire, on verra. D'autres questions ? On va prendre une dernière et puis après on va aller voir. On va voir pour oublier, Moi, j'ai pas vraiment une question, mais j'ai un commentaire à faire. Oui. Sur l'histoire des logements sociaux. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce village est sociologiquement en déséquilibre.
C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit que 60% des logements sont des résidences secondaires. La plupart sont occupés pour les vacances, mais aussi il y en a plein qui sont loués à Airbnb et je ne sais pas. Bon, très bien. C'est un fait. Le second fait, c'est que 40% de la population, ce sont des personnes âgées. Et ça, c'est un déséquilibre. Rien contre les personnes âgées, vous pouvez le voir, je fais partie de la bande. Voilà. Mais n'empêche que c'est un déséquilibre. Le taux de personnes âgées en France, en moyenne, c'est 21 à 25%. Donc, le résultat des courses, c'est que les jeunes ne peuvent plus se loger sur Marseillan. Bien sûr. Et vont habiter à Florence. Voilà, le monsieur derrière, il a fait moi, c'est mon cas. Voilà. C'est mon fils. Ouais. Et à Florensac, à Pomerol et je ne sais plus quoi. Et en vrai, eh ben, on ne peut plus se loger à Marseillan. Il y a des disparitions de classes qui sont programmées. Tout à fait. On n'est pas dans les Hauts-Cantons, on n'est pas à Bédarieux, on est à Marseillan-Borde. On sait que la population va augmenter, on sait que les gens d'autres régions ont un peu plus de moyens que les gens du Cru, hein, on a quand même 22% de seuil de pauvreté. Donc, des gens d'ailleurs vendent leur pavillon en région parisienne fort cher, vont acheter quelquefois cash des trucs ici, ça augmente les prix. Bon, c'est insoluble. La seule solution, c'est de créer des logements sociaux. Effectivement, 500 logements sociaux, ça peut faire peur, mais c'est la seule solution pour retrouver un équilibre sociologique dans ce village, sachant que toutes ces personnes âgées comme moi, le jour où je voudrais avoir une aide ménagère, ben, je ne vais pas la trouver dans mon village, parce qu'il n'y a pas de jeunes pour être aide ménagère. Donc on est vraiment dans... Non mais c'est vrai, ça fait rire, mais c'est vrai. Donc c'est vraiment quelque chose qui est grave et dont on ne peut sortir que grâce à ces logements sociaux. Alors il ne faut pas en avoir peur, parce que les seigneuriales, ça fait partie du plan local de logement. Oui, une partie du plan local de logement. On rentre dedans, les foyers de jeunes travailleurs, les maisons de retraite. Bon. Et il faut savoir que les 2/3 de la population locale, tout le canton et le canton d'à côté, ont des ressources qui permettent d'avoir un logement social. Il faut avoir moins de 2200 € pour avoir un logement social. C'est pas forcément la misère. Bon. Et il faut savoir aussi que sur Marseillan, il y a 2 ans, alors j'ai pas les chiffres récents, il y avait 120 demandes de logements sociaux déposées par des personnes âgées qui ne peuvent pas se loger dans leur village ou qui ne peuvent plus rester dans leur... Donc on est vraiment contraint à ce processus qu'il faut encourager et non pas dénigrer. Voilà. Et la location, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai réagi quand tu parlais d'une situation de locative entre propriétaire et locataire, et comme par hasard c'est le mauvais locataire. Enfin, moi, non, pas du tout, c'est un dossier que je maîtrise et que justement c'est un dossier très important. Il faut savoir ça, c'est que le tout-tourisme a fait de ce village un village de vieux, sans aucun... Ma mère disait, moi je suis une très grande vieille, une TGV. Voilà. Merci beaucoup pour cette remarque. Alors, comme on va continuer la soirée, David, je sais que je vais lui répondre. Je veux juste dire que d'abord, en effet, il y a une carence et elle est évidente et il faut la combler. Et peut-être que le faire 1300 logements, on pourrait juste faire les 467 logements que demande le préfet. Et en effet, c'est utile. Deuxième réflexion, c'est qu'on aura une autre réunion, on parlera de l'environnement, on parlera justement de la population, de la santé, parce qu'en effet, on a une population vieillissante et c'est super, mais en même temps, il faut prévoir, parce que moi, j'ai été aidante de mes parents pendant 6 ans. Michel Serrier qui est là, il sait ce que c'est d'être aidant, nous sommes nombreux à être des aidants, et qu'il faut des moyens, parce qu'on ne peut pas arrêter nos vies. Hein, on doit aussi être productif, c'est un vrai problème de société. On aura à s'en emparer. Et enfin, dans la caricature du propriétaire qui était le méchant, là, je t'assure, sur ce dossier, c'était pas le cas. Voilà. Donc il y en a, je suis d'accord, mais c'était pas le cas. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas. Peut-être que tu conclus et après on va aller voir le verre de l'amitié. Oui, non, juste pour ajouter, parce qu'on dit en fait les politiques ils servent à rien. Ils servent à rien. Là on le voit, c'est quelle politique on veut pour notre village. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Entre 2008 et 2018, nous avons perdu 900 personnes entre 15 et 49 ans sur la commune. Entre 15 et 49 ans, ce ne sont pas forcément des feignants qui n'ont pas envie de travailler ou quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. On a des entrepreneurs qui sont partis, qui ont quitté la ville. On a des personnes actives qui ont quitté la ville. Moi, je suis allé à Pinay, il n'y a pas très longtemps, chez mes amis, et j'ai retrouvé tout un tas de Marseillais. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une fatalité à ça?
est-ce qu'il y a une fatalité à ça, ou est-ce qu'à un moment donné, on accompagne? Moi, j'ai discuté une fois avec le maire, et je lui dis, mais Yves, je pense que toi, on s'appelle par mon prénom, je lui dis, mais Yves, où est-ce que tu vas mettre la prochaine école dans le cadre de l'augmentation de population? Il m'a dit, il n'y aura pas besoin d'une nouvelle école. Je lui dis, pourquoi? Mais Yves, attends, tu vas accueillir 4000 personnes de plus. Non, mais c'est le resserrement des ménages. Il n'y aura pas besoin de nouvelles écoles. Quand je vais parler de la crèche, Corinne en a parlé, 5 places supplémentaires de crèche créées, alors qu'on sait très bien qu'on va avoir une augmentation de 4000 personnes. Tu mets où les enfants? On verra plus tard. On verra plus tard. Donc voilà ce qu'il m'a répondu. Donc ça lui permet quelque part aussi de se dédouaner et de dire, ben, plus il y aura entre guillemets de vieux, et je me situe dans la tranche des vieux, qui vont venir, et moins j'aurai d'équipements publics faits pour eux. Ils vont pas me gonfler avec des écoles, ils vont pas me gonfler avec des crèches, ils vont pas me gonfler avec une lycée. Voilà. Une commission école. Oui, alors nous aimerions bien créer des commissions. Alors moi, je vous encourage à aller dans les urnes en 2026. Voilà, parce qu'en effet, je pense qu'on peut agir. On peut agir si les citoyens s'emparent de ça. Alors moi, ce soir, j'ai un message à vous faire passer. On va aller boire le verre de l'amitié, mais pour qu'on soit efficace, on a besoin de moyens, on a besoin de gens qui nous aident. Ça peut être dans la distribution du tract, ça peut être dans réfléchir, ça peut être dans plein de choses. On a besoin de soutien, on a besoin d'argent, on a besoin de tout. On a besoin de visibilité. Et déjà, on vous remercie d'être là ce soir, parce que merci beaucoup. Vu le contexte et la communication qui nous a été donnée, on ne s'attendait pas à tant, donc c'est chouette. C'était 80 personnes. Voilà. Merci à vous. Et maintenant, on va aller voir un coup de ensemble à votre disposition. Le coup de l'amitié est derrière. Allez chercher le vin. Il faut aller chercher le vin, tu les as dans ta poche.